je reste très seule chez moi. Voilà, j'ai comme honte un peu de moi, tu vois. Au bout de 2 mois, j'ai finalement parlé à un copain argentin et qui me dit respire. En fait, t'es appelé, mais à avoir exactement la même vie que celle que tu avais avant ton expérience. C'est juste que maintenant tu sais. Et maintenant, tu as eu cette espèce de truc qui va être une force en toi et qui va t'aider probablement à... Et il me dit cette phrase, et témoigne de ce que tu as vécu. Et surtout, il me dit effectivement, mais pourquoi pas toi? Et depuis, donc j'avais 23 ans, aujourd'hui j'en ai 35, le nombre de gens à qui j'ai raconté son expérience, je pense, se compte sur les doigts de la main. Aujourd'hui, le fait d'avoir imposé des règles, des limites, appris à dire non, compris que dans la vie, il ne faut pas être tout blanc ou tout noir, mais qu'il faut être juste. Et être juste et être aligné, c'est ça qui crée l'équilibre de tout le monde. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?», au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Comme je vous le disais la semaine dernière, aujourd'hui, j'accueille derrière mon micro une femme extraordinaire. Une très très belle rencontre. Nos échanges sur LinkedIn m'ont énormément touchée et émue. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu différent de ceux dont vous avez l'habitude. Claire a l'habitude des interviews, mais c'est la première fois qu'elle se livre sur son histoire personnelle de cette façon. Un grand merci Claire pour ton témoignage et pour ta confiance. Vous verrez, la petite voix et pourquoi pas moi n'auront jamais fait autant sens que dans le récit de Claire. J'ouvre une petite parenthèse. J'ai besoin de vous pour permettre au plus grand nombre d'écouter leur petite voix et donc de connaître le podcast. Vous pouvez m'aider en parlant autour de vous et aussi en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Un grand merci pour votre aide précieuse. Allez, je referme la parenthèse. Claire n'a pas changé de vie car elle a créé la magnifique marque Loose Collection à sa sortie de l'EDEC. Très avant-gardiste, car elle lance une marque de mode éco-responsable en 2012. Elle était donc loin d'être dans la mouvance à cette époque. Claire va nous parler d'un pourquoi pas moi tout autre, qui la guide aujourd'hui, et d'une épreuve forte qu'elle a vécue en tant que femme. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Claire Mougenot. Bonjour Claire. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, s'il te plaît ? Alors, j'ai pas mal réfléchi, j'ai hésité entre 2 objets, mais j'ai finalement opté pour un kite parce que je suis une fan de kite depuis plus de 10 ans maintenant. C'est un sport qui vraiment voilà, me donne un peu des ailes, c'est vraiment le cas de le dire. Je suis toujours allée kiter quand j'ai eu des problèmes, des frustrations. Le kite, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sport avec une voile et une planche. Donc, on a une sensation de liberté extrême. On a le vent, la mer et la nature devant nous. Et donc, vraiment, pour tous ceux qui aiment un peu l'adrénaline et se vider l'esprit, c'est effectivement un sport assez idyllique pour ça. Et donc, je l'ai choisi parce que c'est vrai qu'il me représente bien sur ces 10 dernières années. Super. Est-ce que tu pourrais nous raconter de là où tu viens, où est-ce que tu as grandi, où est-ce que tu es née ? Alors, moi, je suis née à Paris. J'ai vécu toute mon enfance, une enfance relativement calme, Paris 16e, dans des écoles privées. J'étais ce qu'on peut dire une enfant hyper protégée, une famille heureuse. Enfin, là-dessus, rien à dire. Il y a des petits problèmes qui sont arrivés un peu plus tard dans l'adolescence, voilà, que je pense que tout le monde connaît, séparation des parents, voilà, on a eu pas mal de choses aussi familiales un peu plus dures, ensuite je me fais propulser dans une prépa parce que je suis une bonne élève, voilà, je fais une école de commerce. Et je me retrouve en année de césure, où là, pour le coup, je commence à en avoir... je tourne un peu en rond en France, je me sens un peu trop étriquée dans mon monde. Je pense que les 2-3 soucis familiaux auxquels j'avais été confrontée me donnaient envie d'aller voir d'autres horizons. Ouais. Et donc, pour l'année de césure, au lieu de faire mon stage, comme beaucoup de gens, dans une grande entreprise, L'Oréal ou pour ceux qui aiment le marketing ou d'autres, je me dis, moi, hors de question, je pars à l'étranger. Et donc, je pars 6 mois en Amérique latine, en Argentine, pour faire un stage dans une entreprise de commerce équitable et de produits alimentaires bio. Donc ça, j'avais 23 ans, donc c'était il y a 12 ans. Il y a 12 ans, le bio et l'équitable, autant te dire que vraiment... C'était pas très tendance. Ouais. Non, c'était comme la révolution
Donc tout le monde me regarde en disant qu'est-ce que c'est que ce truc un peu de hippie, mais bon, à la limite, why not? Sachant que j'étais tout sauf une hippie. Hein. Et on me propose donc 6 mois de faire ce stage, 6 mois à Buenos Aires et 6 mois à New York. Je me dis, c'est parfait, 6 mois à New York, 6 mois à Buenos Aires, ça me donne un bagage culturel et en même temps, je vois 2 pays en même temps, c'est top. Et donc, je pars faire ce stage et là, effectivement, je me retrouve en plein milieu de l'Amérique latine qui a vraiment une vision des choses très différente de nous, Européens, en termes au niveau humain. Au niveau du travail aussi, eux, ils sont moins stressés que nous par le travail, ce qui est une bonne chose et parfois une mauvaise chose. Pourquoi une mauvaise chose? Parce que la bonne chose, on la voit facilement. Parce que comme ils sont ils aiment bien vivre, comme dans tous les pays latins, c'est priorité à bien vivre. D'accord. Donc, entreprendre dans ces pays, travailler, alors pas dans tout, mais quand même globalement, les Argentins sont plus forts pour être heureux que pour être rigoureux. D'accord. Et dans la vie, il faut savoir être heureux et être rigoureux. Sinon, l'un ne va malheureusement pas sans l'autre. Voilà. Donc, c'est un merveilleux pays. Les gens sont absolument adorables. Mais c'est vrai que, économiquement parlant, le pays va pas très bien. Donc, voilà. Et le dernier point qu'a ce pays, c'est qu'ils sont très mystiques et religieux. Et en fait, moi, j'ai grandi dans une famille religieuse. Assez classique, hein, somme toute, voilà, mais avec une grand-mère extrêmement mystique. Donc une grand-mère qui me racontait, au lieu de me lire les histoires de, je sais pas, du petit chaperon rouge, elle me racontait quand j'étais petite l'histoire de Jésus, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais sous forme de contes. Donc pour moi, c'était assez fabuleux, quoi. Et donc j'ai toujours eu cette énorme résonance en moi. De mystique, c'est-à-dire je pense qu'on se pose tous la question de qui sommes-nous, qui est au-dessus de nous, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que voilà, je crois qu'aujourd'hui globalement le débat des religions il a quand même énormément évolué. Je pense pas que notre génération on soit autant à vouloir brandir le drapeau d'une religion. Ouais. Mais c'est vrai que moi, voilà, à 23 ans, je me dis vraiment, je sais que ça existe, je crois. Mais je sais pas trop vraiment en quoi et pourquoi et comment. Et donc, arriver dans ce pays, en fait, m'a permis de faire une vraie pause à 23 ans. Moi, j'avais déjà un peu un tumulte de plein de choses. Et ce pays, en fait, m'a donné comme cette petite voix de me dire, mais pourquoi pas moi et pourquoi je me pose pas aussi cette question qui est quand même assez importante. Ouais. Et voilà, et finalement, je vais à New York, je continue mon stage. Et mon année de césure est terminée, il faut que je retourne à Lille faire mon master. Et alors là, je me dis, non, je retourne pas en France. L'Argentine a commencé à mettre des petites choses dans ma tête. New York a mis d'autres choses dans ma tête, mais a confirmé ce que je voulais pas pour le moment. Ouais. Et donc, c'était quoi ce que tu voulais pas du coup? C'était cette vie. Alors New York, c'est une vie top, hein, mais c'est une vie ultra dynamique, plein de rencontres, moins profonde que celle que j'ai moi rencontrée en Argentine. Voilà, c'est la vie à 100 à l'heure, c'est découvrir plein de trucs. Je trouve ça top. Mais l'Argentine avait posé des petites graines dans ma tête sur comment ça te poser les bonnes questions. C'est pas parce que tu as 23 ans que tu n'as pas le droit de te poser voilà, des questions que parfois, malheureusement, on se pose trop tard ou on se pose que quand quelque chose de grave ou en tout cas quand quelque chose nous ralentit. Et j'ai eu cette voie-là et je voulais pas rentrer en France alors que plein de belles choses m'attendaient. Mais voilà. Et donc, je suis retournée vivre en Argentine. Et là, j'y suis restée 6 ans. Ok. Et quand tu es restée, du coup, quand tu as dit à ta famille, à ton entourage que tu restais en Argentine, comment ils ont réagi? Tout le monde était un peu perplexe. Enfin, en même temps, moi, mon tempérament, j'ai toujours fait un peu ce que je voulais et on m'a toujours fait confiance parce que je suis vraiment quelqu'un, voilà, je suis pas quelqu'un qui part dans des extrêmes un peu dangereux, j'ai envie de dire. Mais ils étaient surpris par mes convictions, en fait. Je leur disais, il y a quelque chose, il faut que je reste. Voilà, je pense que je vais trouver un projet, vous inquiétez pas, je vais monter ma boîte. Enfin, j'étais comme tous les jeunes entrepreneurs et comme tous les convaincus, j'étais complètement dans mon truc. Et donc, comme on m'a toujours fait confiance, ils se sont dit, bon, elle fait bien ce qu'elle veut. J'étais bien accompagnée, bien entourée, j'avais des super amis là-bas. Je craignais pas grand-chose non plus. Ouais. Donc voilà, mais les gens sont toujours assez dubitatifs quand tu leur dis, écoutez, je reviendrai pas. On se dit toujours, mais pourquoi qu'est-ce qu'elle a trouvé là-bas qu'elle n'avait pas ici? Mais voilà, mais ça a été globalement, enfin, je pense que c'est dans la durée finalement que ça a été mieux accueilli que sur le coup. Ouais. Du coup, tu restes là-bas et ta petite voix, elle te dit quoi quand tu restes là-bas?
Et alors, ma petite voix, elle me dit qu'il y a un truc qui va m'arriver, mais je sais pas trop quoi. Donc, je suis un peu là en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est? Voilà. Je termine mes études, je suis diplômée de l'EDEC. Et donc là, c'est le moment où il faut quand même que je commence à penser à un travail. Et donc, j'ai 2 choses en tête. J'ai qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc, je suis persuadée que je veux faire un truc écologique puisque c'est l'expérience que j'ai eue pendant 1 an. Et puis moi, je suis une convaincue de nature et je suis une convaincue qu'il faut faire changer les choses. Et donc, il y a 13 ans, je me dis, je suis absolument aberrée déjà de la situation globale que comptent notamment les agriculteurs, puisque moi, en travaillant dans des produits alimentaires, j'ai dû aller convaincre des agriculteurs de passer au système bio et non plus système traditionnel, c'est-à-dire système de pesticides. Donc, je suis convaincue que je veux faire quelque chose dans l'écologie. Mais c'est vrai que l'alimentaire, j'ai trouvé ça top, mais je suis pas je viens pas de l'alimentaire. Donc, il faut quand même toujours trouver quelque chose qui a un lien avec ce que nous, on sait faire. Donc, comme je suis quand même parisienne, et j'ai quand même une grande sensibilité, ou j'avais une grande sensibilité à la mode. J'étais la première à dévaliser Zara, à dévaliser H&M quand j'avais 20 ans, parce que j'avais un peu d'argent de poche de mes boulots d'hôtesse. Et toutes mes copines me disaient « Waouh, canon ta robe, elle te va trop bien, où l'as-tu acheté ?» Et donc, c'est vrai que j'avais ce sens-là. Et donc, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé, il faut que j'allie l'écologie et la mode. Parce que pourquoi est-ce que la mode n'est pas écologique? Je comprends pas. Les gens continueront toujours à s'habiller. Donc, mais il faut maintenant les éduquer et leur expliquer qu'il faut moins consommer plus juste, ne pas faire de surplus. Et petit à petit, je vais transformer la mode. Ça, c'est mon côté, j'ai trouvé le boulot et mes convictions. Donc, je crée Loose. Donc, quand je dis je crée, c'est bien évidemment, c'est juste une idée. Et donc, sur ce truc-là, je suis complètement convaincue. D'ailleurs, j'ai jamais lâché. Maintenant, ça fait plus de 10 ans que j'ai eu Loose en tête. J'ai eu cette idée de faire une mode durable et éthique. Et effectivement, ça m'a porté jusqu'à aujourd'hui. Et donc, voilà. Et j'avais un autre côté où j'avais ça. Mais j'avais d'autres interrogations, peut-être plus humaines. Et en fait, je crois que c'est bien ce qui me caractérise aujourd'hui. Et c'est très actuel. Je crois qu'en fait, c'est pas tout de trouver un boulot ou de trouver un mari ou un petit copain ou un appart. C'est très important de trouver un tout. Et je crois que j'avais, je me permets de le dire, une espèce de maturité à cet âge-là, parce que je pense qu'à 23 ans, en général, c'est vrai c'est le boulot, c'est l'ambition et tout ça. Alors moi, j'ai toujours été très ambitieuse, mais j'avais vraiment déjà cette espèce de conviction au fond de moi qu'il fallait que je trouve un ancrage très profond qui allait en fait me permettre de m'apporter des réponses et de me sauver de toutes les situations. Alors quand je dis sauver toutes les situations, ça me sauve bien évidemment pas, mais de me donner des réponses. Et en fait, comme je disais, comme l'Argentine était très mystique, dès que on se disait bonjour, dès que les Argentins se disent bonjour, ou surtout au revoir, ils disent que Dios te bendiga. Ça veut dire que Dieu te bénisse. Et je trouvais ça absolument fabuleux, presque chantant en fait, parce que je trouvais ça génial qu'en fait entre nous on se dise que Dieu te protège, alors quel qu'il soit, quelle que soit la religion. Et ça avait une résonance assez dingue en moi. Et donc j'ai commencé à retourner un peu dans les églises, à prier, vraiment prier comme on m'avait appris, quoi, pas que. Et j'y trouvais, et en fait le fait d'être loin de ma famille, loin de mes proches, loin de mon milieu, me faisait beaucoup de bien. Et je me sentais, alors c'est un peu, ça va paraître bizarre ce que je dis, mais je me sentais me rapprocher de Dieu. Ou en tout cas, si on veut, ne l'appelons pas Dieu parce que moi, surtout en ce moment, mais en tout cas, je sentais me rapprocher d'une force supérieure. Voilà. Et donc, j'ai eu un petit chemin comme ça pendant 2 ans. Je me suis mis au yoga. Donc, pareil, il y a 12 ans. Donc, tout ça, aujourd'hui, ça paraît hyper classique. Mais il y a 12 ans, ça l'était pas du tout. Et c'est vrai que ma famille, quand je leur racontais un peu mes trucs et ce que je faisais, alors entre je vais créer une marque durable, éthique et écologique, et je vais dans les églises, je fais du yoga, de la méditation, les gens disaient un peu on la perd. À l'époque on parlait beaucoup de sectes et compagnie. Exactement. Exactement. Et moi, j'ai fait plusieurs séminaires de silence. Et donc, j'ai dit à mes parents, je pars pendant 10 jours faire 10 jours de silence. Et là, effectivement, 1 ou 2 fois, mes parents se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle trafique? C'est pas possible. Et effectivement, on commençait à se renseigner. Ils ont eu peur que je tombe dans une secte. Ouais. Mais comme j'allais très bien et que j'avais une vie tout à fait normale, je veux dire, je faisais ça, mais c'est comme aujourd'hui.
voilà, c'est comme aujourd'hui faire de la méditation. J'avais 1 heure à moi que je m'accordais à ce questionnement. Euh, ils étaient finalement relativement assez confiants. Et tout ça m'a amené à... il y a pas mal de pèlerinages en Amérique latine, comme il y en a d'ailleurs en Europe. Mais je crois qu'en Amérique latine, en tout cas, je les entendais. On me disait, tu sais, il y a ce oh là là, pèlerinage là et ça. Et moi, c'est vrai qu'en France, pour moi, tout ce qui est pèlerinage, c'est les gens qui sont très, très croyants. Je me mettais pas du tout dans ce moule-là. Et puis, comme dans tout dans la vie, quand on nous dit plusieurs fois une chose, ou que plusieurs personnes nous disent la même chose, c'est que ça veut dire probablement quelque chose, et moi, j'y crois. Ouais. Et donc, on parle de ça, et puis voilà, j'ai ma petite vie, je monte ma boîte, je cherche des matières écologiques, je cherche des usines pour produire, j'essaye de réfléchir à mon business plan, donc j'ai mon côté super entrepreneurial, bonne élève que je suis, voilà. Et j'ai aussi ce petit truc qui est dans ma tête. Et puis un jour, on me dit, alors attention pour ceux qui vont nous écouter, parce que c'est un peu particulier, mais je vous rassure, je suis pas du tout une huluberlue. Et un jour, on me dit, écoute, la Vierge apparaît à Salta. Et on me le dit 1 fois, on me le dit 2 fois, on me le dit 3 fois. Je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte? La Vierge apparaît, n'importe quoi. Et en même temps, ma grand-mère, qui était donc une grande, grande croyante et qui a parcouru tous les pèlerinages d'Europe à la recherche de voir la Vierge ou à la recherche des miracles, je me dis, je prends pas les gens pour des hurluberlus parce que je sais qu'il y a des millions de croyants qui croient à ça. Quelles que soient les religions, pas que catholiques, parce que moi je suis de religion catholique, mais ça existe dans toutes les religions, de croire aux apparitions et de vouloir voir ou de vouloir faire partie de cette magie mystique. Ouais. Et donc ça me parle en fait. Et puis un jour, je suis loin de ma famille, je suis en Argentine, et je me dis, mais si je suis si loin et je suis si heureuse, c'est probablement qu'il y a quelque chose que la vie est en train de m'offrir ou est en train de me mettre. Pourquoi j'y vais pas? Comme ça, je vais voir et puis je vais bien voir ce qui va m'arriver. Et puis, s'il m'arrive rien, il m'arrive rien. C'est un peu le pari de Pascal, quoi. T'as rien à perdre et t'auras peut-être tout à y gagner. Et donc, voilà. Et donc, je finalement décide de m'embarquer avec une copine et d'aller à Salta. Donc, Salta, c'est à 32 heures de quart de Buenos Aires. Ouais, c'est pas le truc où tu t'es dit, tiens, c'est vraiment réfléchi. Ouais, c'est pas le truc, c'est pas l'église d'à côté, c'est pas, c'est pas... Après, je pense qu'à côté de chez toi, il peut t'arriver des trucs de dingue, hein, tu vois. Je pense que c'est juste, est-ce que tu es prédisposée, est-ce que tu es ouverte, est-ce que tu es, comme tout dans la vie, est-ce que tu accueilles une nouveauté, un nouveau message? C'est ça le truc, en fait. Si tu es prêt à accueillir les synchronicités, les choses, il se passe énormément de choses. Voilà. Et souvent, tu vois, alors moi, avant d'aller en Argentine, quand j'étais plus jeune, je voulais absolument faire des ONG. Et donc, je voulais partir, tu vois. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un en me disant, voilà, je m'embarque, je voulais partir en Afrique, en machin. Et la personne qui était responsable de cette ONG me dit, tu sais, tu peux faire des choses en France, hein. T'es pas obligé d'aller à l'autre bout du monde. Donc, et ça, c'est un truc qui est toujours resté en moi. Donc là, en l'occurrence, effectivement, c'est Salta qui m'appelle. Parce que je suis en Argentine et parce que je suis prédisposée à. Mais je crois que les miracles sont au bout de notre rue. Tu vois. Et donc voilà, donc finalement je m'embarque dans cette idée un peu qui me paraît complètement farfelue, hein. Mais je le dis à personne en fait, comme souvent quand on fait des choses où on ne sait pas trop pourquoi on les fait, on dit pas aux gens ce qu'on fait. Et donc en fait je le fais, je préviens personne, j'y vais avec ma copine parce que ma copine aussi elle est très, on a la même éducation et donc pareil, elle commence à beaucoup prier, voilà. Alors, il faut quand même rajouter qu'à côté de ça, Buenos Aires est une ville extrêmement festive. Donc, à côté de ça, moi, je fais la bringue tout le temps. Ouais. Je sors tous les soirs. J'ai plein de copains. Je fais plein de sport et tout. Enfin, j'ai une vie plus que normale, plus que d'une jeune fille de 23 ans. Je m'éclate. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout dans un truc où je m'enferme, bien au contraire. Et en plus, Buenos Aires est vraiment, pour ceux qui connaissent, est une ville qui est réputée pour ses soirées qui n'en finissent plus. Et donc, voilà. Mais je suis intimement persuadée qu'on peut tout à fait faire des soirées et avoir une vie de 23 ans très légère et en même temps se poser des questions très profondes. Voilà. Donc, je pars à Salta, 33 heures de quart, et je me retrouve avec des gens très, très, très croyants et très, très fervents. Donc, des familles, des enfants. Ouais. Et alors là, c'est plus l'Opus Dei qui est dans le bus
que des gens qui partagent tes convictions. Voilà, exactement. Et donc, quand je dis Opus Dei, mais c'est aussi un peu le principe de quand on fait une retraite religieuse, et je crois que c'est valable aussi pour toutes les religions, ils récitent sans s'arrêter « Je vous salue Marie » et Notre Père qui est au-dessus, mais surtout « Je vous salue Marie ». Donc là, tu te retrouves pendant 33 heures de quart avec « Je vous salue Marie » en boucle. Franchement, c'est spé. C'est-à-dire que moi, je suis habituée, mais c'est spé. Et puis, au bout d'un moment, toi aussi, tu commences à réciter « Je vous salue Marie », et puis en fait, tu penses que « Je vous salue Marie ». Et voilà. C'est un peu le principe de quand on travaille tout le temps la même chose dans ta tête. Ouais. Et donc, ça te met dans un mood assez particulier où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Et en même temps, je suis frappée par les convictions religieuses de ces personnes qui sont complètement envahies par leur foi. Et souvent, d'ailleurs, parce qu'après, moi, j'ai écouté beaucoup de témoignages de gens qui ont vécu soit des situations similaires, soit qui se sont retrouvés dans des choses, des pèlerinages où les gens sont très fervents. Et en fait, la foi des gens te bouscule toi-même. Et tu te dis, pourquoi cette femme croit autant avec ses enfants et son mari ? Et pourquoi est-ce que moi, pendant des années, j'ai cru, mais j'ai laissé ça dans un coin de ma tête ? Donc ça, c'est la première question que je me pose, qui me frappe dans ce bus. Je me dis, mais je me dis, qu'est-ce que je fais là ? Et deux, je me dis, mais c'est dingue, ces gens qui y croient, c'est hallucinant. On arrive avec ma copine. On n'a pas très bien dormi, et on arrive sur une espèce de montagne qui franchement n'a aucun intérêt. Autant, tu vois, moi quand j'étais jeune, je faisais des pèlerinages à Lourdes, je trouve que Lourdes est absolument magnifique. Comme plein de lieux d'ailleurs, tu vois, Notre-Dame de Paris, c'est dingue, enfin t'as plein de lieux, même tu vas à la Mecque, c'est incroyable, enfin. Là franchement, j'arrive sur une montagne, ça ressemble à rien, c'est limite une mini-vallée. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et puis là, on se met un peu, les gens montent la vallée, et puis tu te mets un peu en file comme à Euro Disney, tu vois, genre pour pas que les gens non mais je te jure, pas que les gens se bousculent. Et puis à droite, tu peux aller te faire confesser. À gauche, je sais pas trop ce que tu peux faire. Enfin, t'as comme des petits stands et tout. Enfin, je me dis, mais attends, c'est une blague, 33 heures de quart, mais remboursez-moi. Bon, en l'occurrence, j'ai rien payé, si peut-être juste le truc, mais. Et en même temps, je me dis, bon, allez, t'es là, va au bout de ton truc, suis les gens. Moi, je me dis, non, moi, je n'ai pas envie de me faire confesser parce que je suis pas du tout à ce niveau-là, tu vois, de conviction. Je suis vraiment en train de me dire, je suis en train de vivre une expérience. Je sais pas du tout quelle réponse elle va me donner, mais je vis un truc en me disant, bon, j'aurais fait. Et puis, il y a une personne. Donc, on se met tous en file indienne, et puis il y a une personne, et je demande qui est-ce, et on me dit, c'est elle. C'est elle qui a les apparitions, c'est elle qui voit la Vierge. Mettez-vous en file, et en fait, les gens se mettent en file, font la queue, ils se mettent en ligne, et cette personne vient les voir et les touche. Bon, ok, super. Bon, donc j'attends, machin. À ce moment-là, on rigole avec ma copine, elle me dit, à l'époque, moi je fumais, elle aussi, elle me dit, oh, j'aimerais bien me fumer une cigarette, j'aimerais bien, je sais pas quoi, à la fin et tout. Donc on rigole, on n'est pas du tout dans le mood, tu vois. Et puis on se met en file et tout, on voit les gens qui se mettent les uns à côté des autres, et puis comme on se rapproche, on voit mieux, et je vois cette femme qui touche des gens. Donc c'est hommes, femmes et enfants confondus. Derrière se mettent un peu comme des scouts, tu vois, des adolescents qui, à mon avis, sont là pour aider, tu vois. Ils se mettent derrière les gens. Et là, elles touchent les personnes. Certaines, il ne se passe rien. Et certaines se mettent à tomber en arrière. Truc de fou. Et donc là, autant te dire que réellement, je me dis, mais c'est quoi ce truc ? Non, mais je me dis, mais c'est pas possible. Là, je suis tombée dans un truc, ça va pas du tout. Effectivement, c'est même pas une secte auquel je me dis, parce que les sectes n'ont pas le pouvoir de faire ça, mais je me dis, c'est parce qu'en fait, il n'y a rien qui se passe, elle touche juste et les gens tombent en arrière. Et là, je suis transpercée par un truc, genre, entre la peur et entre, écoute, Claire, arrête de machin, c'est toi qui l'as cherché, t'as fait les 33 heures de quart, on t'avait dit qu'il y avait un truc spé qui se passait. Bon, t'y y es, quoi. Et ma copine à côté de moi me dit, oh là là, mais c'est quoi ce truc ? Hors de question, moi, je tombe pas en arrière, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Littéralement. Et moi, dans ma tête, je dis à mon fort intérieur, ce qui doit se passer, doit se passer. Voilà. On se met en file. La dame qui s'appelle, je crois qu'elle s'appelle Maria, s'approche de nous, touche les gens, me touche, et puis là je me dis, oh, c'est bon, il va rien se passer. Et là, je suis prise d'un truc trop bizarre, et je sens quelqu'un m'allonge par terre, et voilà, et je suis dans un espèce de moment totalement intemporel, où je ne sais pas ce qui se passe, il n'y a plus de son ni de lumière. Il y a une espèce de noirceur totale. Et
c'est un peu, et c'est ce que les gens racontent aussi dans d'autres gens qui ont des expériences comme ça, il y a comme un truc qui défile très très vite, comme un peu ma vie, mais je vois pas ma vie défiler, je vois comme une espèce de truc hyper compliqué, avec probablement toutes mes souffrances, tous mes problèmes, tous mes doutes, qui font comme un gros truc bien moche, bien noir. Et puis tout d'un coup, il y a une espèce d'énorme lumière qui vient bouleverser tout ça. Et donc tout ça se passe dans un millième de seconde. Et puis je me mets à pleurer. Et à ce moment-là, j'ouvre les yeux. Donc je suis au sol à terre. Ma copine, qui en plus de ça est une copine qui est très très grande, qui fait 1m79, donc si tu veux, voilà, me regarde les yeux mais hallucinés. J'ai des larmes sur mon visage. Et elle me dit: Claire, ça va? Et je la regarde et je lui dis, j'arrive même pas à parler. Je peux même pas lui dire si ça va ou ça va pas. Je n'en sais strictement rien. Je ne sais absolument pas ce qui vient de m'arriver. Ce truc est complètement hallucinant. Et je me tourne à ma droite, et à ma droite, il y a une petite fille et sa maman, que j'avais même pas vue parce que le stress de cette mise en ligne comme ça, tu vois, j'avais pas regardé qui était à droite, à ma gauche. Enfin, je savais juste que j'avais ma copine à ma gauche. Et la petite fille et sa maman sont dans le même état que moi, allongées par terre, en larmes. Et en larmes, un truc, elle encore plus que moi. Et c'est marrant, je me dis, tiens, c'est marrant, je suis sûre que, je pense que leur papa est plus là, tu vois, parce que je sens comme un espèce de truc de genre, voilà. Et donc, voilà. Et donc, je me relève, et je parle pas, et ma copine parle pas, et on rentre dans notre hôtel, parce qu'on avait pris un hôtel, et je me souviens que je pleure, tout ça est assez vague, hein, parce que c'est très, très bizarre, ce truc. Et je me souviens que je pleure beaucoup, mais je pleure pas de peine, en fait. Je pleure presque comme si j'étais lavée, en fait. Ouais. Très, très bizarre. Tu vois, c'est un moment dans ma vie, c'est le seul moment d'ailleurs où je peux pas mettre vraiment de mots sur le vrai ressenti. C'est entre de la peur, entre un soulagement, mais qu'est-ce qui m'est arrivé, entre un choc, quoi. Ouais. Et donc, je rentre, on va dans la chambre d'hôtel, on échange 2-3 mots avec ma copine qui s'appelle Justine, mais c'est hyper bref, on est complètement sous le choc, et je m'endors. Je m'endors, je crois, si tu veux, à 7h30, à 19h30, un truc qui m'est jamais arrivé. Ouais. Non, mais moi, j'ai été une insomniaque pendant des années, enfin, un truc lunaire. Le lendemain, on a une messe, puisque comme ce pèlerinage est un truc catholique, et Maria nous parle, et voilà. Et Maria nous parle et nous explique voilà, que la Vierge fait des apparitions. Voilà. Ça, après, ça appartient vraiment au domaine de ceux qui ont envie d'y croire ou pas y croire. Moi, en l'occurrence, j'y crois, mais ça, c'est très personnel. Je rentre à Buenos Aires, et là, si tu veux, je me dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais vraiment, genre, mais c'est quoi ce truc? Donc, je me dis, OK, il faut que je devienne bonne sœur tout de suite. Pour moi, c'est une évidence. Ouais. Ah oui, alors, il faut savoir que quand j'étais petite, je priais le soir pour que justement, comme ma grand-mère était très mystique, j'avais très peur de me faire appeler, parce que ma grand-mère, évidemment, je pense, avait très envie que je me fasse appeler. Et donc, je priais le soir en disant, Jésus, Marie, je fais tout ce que vous voulez, mais surtout, ne m'apparaissez pas. Et ça, j'avais 7 ans, tu vois, quand t'es vraiment dans ton imagination. Ouais, non, mais c'est dingue. Ouais. Et un jour, ma grand-mère m'a emmené le cercueil de Thérèse de Lisieux était dans Paris. Et elle voulait absolument que j'aille le toucher. Donc, elle m'a emmenée en me disant, viens, on y va, on va le voir. Et une bonne sœur qui m'a vue m'approcher du cercueil m'a pris la main et m'a dit, toi, tu sais, toi, tu seras quelqu'un... je crois qu'elle m'a dit, toi, tu seras une sainte plus tard. Bon, tu veux autant dire ça. Tu dis ça à un enfant de 6 ans, tu la traumatises. Et donc, en fait, j'ai été totalement traumatisée parce que moi, aller dans les ordres, non, mais pas du tout. C'est pas du tout mon truc. Et donc, c'est pour ça que je priais. Et je priais en disant tout ce que vous voulez. Moi, je veux être une bonne enfant, une bonne personne. Je veux faire les choses voilà, comme il faut. Mais surtout, m'apparaissez pas. Et donc, en fait, ce qui est super drôle, si tu veux, c'est que je me retrouve, en fait, à 23 ans, à moi-même, en fait, demander, si tu veux. Enfin, à provoquer. Exactement. À provoquer. Et donc, là, j'ai comme une sorte de culpabilité où je m'en veux. Je me dis, mais pourquoi t'as fait ça? Et en fait, c'est vrai que je me dis un peu, on ne provoque pas ces choses-là. On peut pas s'amuser avec ça. Soit t'y vas, et après, voilà. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que tu vas, mais tu sais jamais ce qui va t'arriver. Tu sais, c'est un peu comme avoir un premier enfant, quoi. Je veux dire, t'es enceinte, t'es contente, mais tu sais pas ce que c'est que d'avoir un premier enfant. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on t'explique, mais tu vois, mais tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas. Et les autres peuvent te dire, mais tu peux pas savoir. Et donc, je m'en veux. Je suis hyper mal. J'en parle à personne. Je suis complètement déboussolée. Et en fait, je me dis, mais en fait, mon avenir, c'est pas du tout créer
mais qu'est-ce que tu crois, ma pauvre vieille ? C'est que tu fasses un truc beaucoup plus profond, beaucoup plus intense, et que tu changes radicalement ta vie. Arrête tes conneries de sortir, arrête d'avoir une vie basique et normale. On vient de t'appeler pour un truc beaucoup plus profond. Et là, je me dis, mais plus profond. Et tu vois, et donc en fait, le truc, c'est très compliqué, parce que je dis, mais plus profond quoi, où, quand, comment ? Je me mets à lire toutes les biographies de saints. Donc, je me retrouve bien évidemment dans aucun saint, enfin, si tu veux, qui sont tous des gens, comme on les appelle, des saints. Ouais. Donc, je ne vois pas le quart de dixième, non, mais si tu veux, je ne vois pas le rapport. Je me dis, je sais que je suis une bonne personne, tout ça, mais voilà. Et puis, je suis pas bien, vraiment, je suis pas bien. Je reste très seule chez moi. Voilà, j'ai comme honte un peu de moi, tu vois. Ouais. Et puis, au bout d'un moment, au bout de 2 mois, j'ai finalement voir un prêtre. Non, j'ai finalement parlé à un copain argentin et qui me dit cette phrase qui va résonner pour toi et qui me dit, mais Claire, respire. Mm-hmm. Toi, le fait d'être en Argentine, tu t'es posé plein de questions, tu te poses des questions sur ton avenir, sur ton boulot, sur machin, tu t'es aussi posé des questions sur ta foi et tu as bien raison et c'est normal. Et on est tous appelés. Et il me dit, et pourquoi pas toi ? Et il me dit, arrête de croire que on est appelés à être des gens absolument extraordinaires, fabuleux tous les jours de notre vie. On est des humains. On est tous appelés. Toi, tu l'as voulu, tu étais prédisposé. En l'occurrence, dans ce qui a résonné en toi, c'est-à-dire finalement cette quête mystique. D'autres, ça peut être, il y a plein d'autres expériences, tu vois, qui arrivent parfois dans la nature, parfois dans le sport, parfois c'est même familial, parfois, ça peut être totalement dénaturé d'un truc religieux. Hein. Ouais. Et il me dit, respire. En fait, t'es appelé, mais à avoir exactement la même vie que celle que tu avais avant ton expérience. Mm-hmm. C'est juste que maintenant tu sais. Et maintenant, tu as eu cette espèce de truc qui va être une force en toi et qui va t'aider probablement à voilà. Et il me dit cette phrase, et témoigne de ce que tu as vécu. Et surtout, il me dit effectivement, mais pourquoi pas toi ? Et depuis, donc j'avais 23 ans, aujourd'hui j'en ai 35. Ouais. Le nombre de gens à qui j'ai raconté son expérience, je pense, se compte sur les doigts de la main. Ouais. Et en fait, quand tu m'as contacté avec le pourquoi pas moi, ça a complètement ça a fait résonner ce truc je me suis dit, et c'est ce que je t'ai dit au début quand on n'était pas interviewé, est-ce qu'au fond, tu vois, ce podcast, je peux présenter ma marque, qui je suis, où je vais, je l'ai fait brièvement, et voilà. Et en même temps, surtout en ce moment, pourquoi est-ce que je témoigne pas sur ce truc où en fait, j'aurais dû témoigner beaucoup plus, et je l'ai quand même énormément gardé pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ah ouais. Et quand j'en parle aux gens, il y a, et je le sens bien, tu vois, il y a une genre de gêne, faut vraiment le dire, tu vois. Même mes proches, un peu gênés quand je raconte ça. Et puis t'as ceux qui te croient, ceux qui te croient pas. Bon, ça, après, tout ça est très personnel. Et quand tu m'as contacté, tu vois, il y avait déjà tout ce truc de coronavirus, de questionnement, et je me suis dit, et j'ai lu, voilà, et là, pendant les vacances, j'ai lu un livre d'un copain qui a vécu comme moi en Argentine, qui est d'ailleurs marié à une femme argentine, qui s'appelle Thibaut de Montaigu, qui a un peu la même histoire, qui a la même histoire parisienne, très classique, très protégée, ouais. Et qui lui a fait une grosse dépression suite à la naissance de ses 2 enfants, D'accord. Qui a fait un burn-out de 2-3 ans. Et qui est un écrivain à la base, qui est un écrivain à succès, mais plutôt un écrivain, on va dire, provocateur, on va dire du style de Beck BD, pour un peu, voilà. Ouais. Non mais voilà, donc qui est complètement, qui aime bien les trucs, et pour te dire, qui a fait un mémoire sur la masturbation, juste pour que tu vois un peu le truc, voilà. Qui a plutôt bien marché, et qui et qui lui, pareil, est d'origine catholique et tout, et qui voulait est très provocateur. Et donc dans l'ouvrage, il le raconte d'ailleurs dans son dernier roman. Je crois, j'ai voulu mettre un peu un coup de balai dans sa famille, tu vois, très qui aime pas parler de ce genre de choses, et donc lui, il a toujours été très provocateur. Bon, donc Thibaut, si tu veux, tombe en dépression, nanana. Et il a écrit ce roman qui s'appelle La Grâce, que j'ai lu cet été, et qui témoigne d'exactement, donc dans une autre expérience, mais qui témoigne de sa recherche de foi. Et il parle en fait de son oncle qui était
un prêtre. Alors j'invite les auditeurs à lire ce bouquin qui est absolument fabuleux et qui parlera à tout le monde, même ceux qui ne sont pas ni catholiques ni croyants, vraiment. Et en lisant ce bouquin, c'est là où je me suis dit, mais c'est tellement important de témoigner. Il faut tous qu'on témoigne des choses qui nous sont arrivées. Ouais, c'est sûr qu'il y a des choses. Moi, je sais qu'il y a un truc qui m'est arrivé il y a pas longtemps et j'ai pas encore. J'en ai pas encore parlé à certaines personnes qui sont entre guillemets concernées. Donc, du coup, j'en parle pas derrière le micro, mais je sais qu'il faut en parler parce qu'il y a des trucs qui t'arrivent. Moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé en allant voir une magnétiseuse et en fait, il y a des trucs qui t'arrivent et qui sont une clé en fait sur énormément de choses en fait de ta vie et qui te permettent de comprendre un nombre de trucs et qui est incroyable en fait et clairement enfin c'est des trucs on y croit pas. Enfin, je vois moi quand j'en parle à mes proches parce que pour le coup j'en parle quand même assez librement. Il y en a qui me regardent, genre mais Charlotte, mais t'es complètement allumée en fait. Et ils me voient depuis un an aller voir des magnétiseuses, du theta healing, enfin expérimenter différentes choses. Mais sauf que bon, il y a quand même un truc, c'est qu'il y a un an, j'étais quand même en profond burn-out et qu'aujourd'hui on se parle et que je vais bien. Donc tu te dis, il y a quand même des trucs, on y croit pas, mais bon, tant que ça aide à avancer. Pourquoi pas y croire, quoi. Ouais, non, mais en fait, c'est le pari de Pascal. Pascal nous expliquait croire. Donc lui, c'était en Dieu, mais moi, c'est croire en l'au-delà, en force plus forte. C'est soit ça existe et on a tout à y trouver, pas à y gagner. Soit ça n'existe pas et on n'y perdra rien puisque ça nous donnera des valeurs et une confiance en nous et comme tu l'as dit, un socle et des piliers absolument indestructibles. Ouais. Et en fait, je crois que et des moments comme aujourd'hui, je crois que tout le monde cherche des réponses, surtout. Ouais. On a tous au fond peur, on se l'avoue plus ou moins. Moi, j'avais pas peur et depuis que je suis maman, effectivement, je visualise la mort. Tu vois vraiment comme je l'avais jamais visualisé avant. Aujourd'hui, même tout ce qui se passe avec le coronavirus, tu lis des trucs à droite à gauche et c'est vrai qu'on te dit il y a notre population a un vrai déni de la mort. Mm-hmm. Et c'est vrai que on vit et tout ce qui s'apparente aux maladies, aux machins, aux trucs, tu vois, tout ce qui est un peu pas vivre la vie à pleines dents, on a du mal à en parler, les gens sont gênés. Ouais. Et parler des religions, alors moi je ne veux pas rentrer dans la politique, surtout, et encore moins de ce qui se passe en ce moment. Ouais, c'est clair, mais c'est clair. Tout ce qui est de la foi, si tu veux, c'est avoir foi en ce qu'il y a au-dessus. C'est comme avoir foi dans sa boîte. C'est être tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Quand la qualité numéro 1 d'un entrepreneur, c'est croire en son projet. Et la qualité numéro 1 d'une famille, c'est croire en sa famille, tu vois. Et donc, la croyance sur tous ces aspects... croire aussi en soi, parce que si tu te connais pas, tu t'aimes pas, tu crois pas en toi, en fait. Exactement. Et donc, si tu veux, au finish, moi, je me suis rendu compte que dans cette quête que j'ai eue, en fait, j'ai réussi à faire un tout de moi. Alors, c'est marrant parce que quand je dis j'ai réussi, je pense que je réussis maintenant, tu vois. Ouais. Parce que je me suis retrouvée avec ce bagage à 23 ans. J'en ai pas fait grand-chose. Alors, je l'ai eu en moi. Enfin, je l'avais en moi. Mais je l'avais mis un peu en veille, tu vois. Parce que je pense que ça prend du temps avant d'évoluer. Ouais. Et puis, je crois qu'au tout début, j'ai eu comme une espèce de... Je me suis sentie un peu peut-être... bizarrement et d'une mauvaise manière, un peu invincible, tu vois, un peu comme, pas invincible, un peu protégée. Ouais. Alors, autant te dire que la vie a bien fait de me rappeler que j'étais absolument pas protégée parce que j'ai eu un paquet d'histoires, notamment très graves, entre-temps. Le seul truc que je me suis rendu compte, c'est quand j'ai eu des choses très graves dans ma vie personnelle, où vraiment j'ai été à deux doigts de sombrer dans des choses vraiment pas marrantes, et j'y ai entraîné malheureusement ma famille. Et voilà, et la justice a dû intervenir, tu vois, juste pour que tu vois le niveau. Ouais. Voilà. Cette expérience et cette foi et cette croyance m'a permis de me relever. Ouais. Tu vois. Et donc, maintenant avec le recul, je me dis, c'est marrant, c'est comme si ça m'était arrivé pour me permettre de surmonter ce qui m'est arrivé ensuite. C'est dingue, hein. Ouais. Et alors surtout, comme on ne sait pas ce qui va nous arriver, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, en fait, je me rends compte que c'est tellement important, au-delà de son projet professionnel, d'être ancré avec soi-même et d'être ancré avec les gens qu'on aime et de témoigner nos expériences. Et on le disait avant, toutes les deux, je crois que tout ce qui nous est arrivé sert à témoigner. Ouais. Le bon et le moins bon.
Mais c'est marrant parce que tu me disais que, donc hors micro, que tu t'étais dit que témoigner c'était indispensable parce que toi c'est ce qui t'avait été dans des moments difficiles. Et moi c'est pareil. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai créé Pourquoi pas moi, c'est que je me suis dit je vois beaucoup de personnes de mon entourage que j'aime qui prennent le même chemin que moi, à savoir le chemin du burn-out. Et à l'époque moi si tu veux je me rendais pas compte que j'étais en train de sombrer, même si on me le disait. On me disait, enfin mon mari, ma famille me disait Charlotte, arrête-toi, mais en fait je ne l'entendais pas. Et ce qui m'avait aidé à me donner du courage, c'était en effet les témoignages de personnes qui, soit des histoires, des trucs que tu avais entendus, soit notamment le podcast de Pénélope Boeuf, Pic Parole, où tu as des personnes qui racontent leur vie qui est extraordinaire, et tu dis en fait ouais, pourquoi pas moi en fait. Et Exactement, ouais. ça permet vraiment de puiser une chose dans les autres en fait. Ouais, alors moi, si tu veux, complètement. Et en fait, moi, dans toutes mes épreuves positives et négatives, parce que les épreuves, c'est pas toujours que du négatif. C'est vrai que le témoignage des gens m'en a énormément porté, et c'est pour ça que je trouve ça fabuleux les podcasts. Et moi, j'en écoute énormément. Et dans chaque podcast, à chaque fois, je me dis tiens, il ou elle a dit ça, que ce soit dans le milieu professionnel, tu vois, pour l'entreprise, parfois quand tu baisses les bras et que tu te dis oh là là, on va pas y arriver, t'entends quelqu'un qui te dit mais moi j'ai cru que j'allais faire mes boutiques et puis à un moment bim il y a eu un nouveau truc, donc ça c'est génial. Et c'est vrai aussi effectivement dans tous les aspects. Et moi ce qui m'a vraiment frappée et que je tiens à dire à tes auditeurs, c'est dans ton pourquoi pas moi, c'est vraiment il faut. Et là tu vois t'as dit un truc, t'as dit ouais ils ont des vies extraordinaires. On a tous des vies extraordinaires. C'est nous qui nous donnons les moyens d'avoir les vies que nous souhaitons avoir. Et en fait, dans le pourquoi pas moi, on est tous appelés. On est tous appelés à avoir des belles vies. On est tous appelés à avoir. On aura tous des épreuves et on aura tous des complications et on aura tous des choses injustes qui nous arriveront. Et voilà. Je ne connais pas une personne. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que dans mon entourage, je suis de plus en plus entourée de gens qui ont des histoires absolument rocambolesques, comme l'aimait dire mon grand-père. Si tu veux, qui aujourd'hui est protégé? On est tous à l'affût de choses malheureusement très graves, de la maladie, de complications familiales, machin. Et en même temps, on est tous à l'affût de choses merveilleuses. Ouais. Mais c'est sûr que je te rejoins sur le fait qu'en effet, dans ton chemin de vie, tu te rapproches de personnes qui ont vécu des choses proches des tiennes, ou qui partagent une vision du monde qui est plus proche de la tienne, parce que plus tu avances, plus tu te connais, et puis qui se ressemble, ça semble en fait. Ouais, exactement. Et puis tu vois, ce qui est vrai dans le burn-out, alors c'est plus toi qui pourrais y parler que moi, mais moi j'ai comme dans ma famille pas mal de gens qui y sont passés également. Il y a vraiment aussi ce sentiment de espèce d'abîme en fait. Qui suis-je, où vais-je, pourquoi? Ouais. Et t'es complètement perdu. Et comme tu le dis, tu fais beaucoup souffrir ta famille. Et je te le dis parce que moi j'ai été de l'autre côté, tu vois. Ouais. Donc moi je sais ce que c'est que de voir quelqu'un. Enfin moi j'étais des deux côtés parce que moi j'ai été celle. Moi j'ai pas fait un burn-out, mais j'ai été entraînée dans un espèce de tourbillon qui m'a fait ne plus rien voir, si tu veux. Mais j'étais pas vraiment en burn-out. J'ai terriblement fait souffrir ma famille. Et je suis aussi du côté où j'ai vu des gens se détruire et ne plus rien écouter. Et en fait, tu te rends compte que quand ça t'arrive, c'est parce que tu as du vide, tu vois. Ouais. Parce que t'arrives pas à t'agripper. Et ce que tu te rends compte aussi, par exemple, ce que les enfants n'ont pas, c'est que les enfants, ils ont besoin de nous, tu vois, pour savoir si c'est bien, si c'est mal, est-ce qu'ils ont bien rangé leur chambre, mal rangé leur chambre, c'est une petite bêtise, une grosse bêtise et tout, tu vois. Nous, on a perdu ça, mais nous, on reste des enfants. Et donc, en fait, dans nos vies actuelles, faut qu'on trouve des ancrages. Ouais. Et je pense d'ailleurs que quand tu vas voir un magnétiseur, machin, et on est plein à le faire, parce que moi aussi, autant te dire que la liste des magnétiseurs, des acupuncteurs, des chamans, des machins, des trucs que j'ai fait, c'est parce qu'en fait, tu cherches une réponse. Et ça, pour le coup, que je tiens à dire, que ton mari te donne pas, que même tes enfants te donnent pas. Tu vois, et c'est pas du tout grossier de dire ça. C'est que moi, je suis aujourd'hui baignée d'amour. J'ai toujours d'ailleurs souvent été baignée d'amour. J'ai fait des mauvaises rencontres. J'ai quand même eu beaucoup d'amour de mes amis, de mes proches, de ma famille. Mais c'est pas la même chose d'être ancré en toi. Et d'ailleurs, tu as raison. Les gens qui tombent en dépression, c'est pas parce que les gens les aiment pas, c'est parce qu'ils sont perdus. Et parce qu'ils s'aiment pas eux-mêmes, en fait. Souvent. Exactement. Et c'est parce qu'ils s'aiment pas eux-mêmes. Ouais. Et donc, je crois que le premier truc, et j'ai cru comprendre que c'est ce que tu voulais mettre en œuvre dans ta vie professionnelle, et je trouve ça génial, c'est d'aider les gens à trouver un ancrage en eux. Ouais. Pas que le boulot, pas que le pécunier, pas que il faut que je me marie, il faut que j'ai des enfants, ou
ou je suis pas mariée, ou je pourrais pas avoir des enfants. C'est pas ça, c'est pas la course. La course, c'est est-ce que tu es bien avec toi-même, est-ce que tu es ancré, est-ce que tu sais ce que tu fais sur la terre et que tu sais ce qui est en train de se passer actuellement, c'est juste, tu vois. Carrément. Et puis autre chose aussi, c'est accueillir quand il y a une tempête, faut l'accueillir, elle fait partie de nous. Malheureusement, c'est comme ça nous forme aussi. Et la vie nous vole des choses, enfin nous prend des choses, et elle nous en redonne aussi. Ouais. Et on ne sait pas combien de temps on est sur cette terre, mais le temps qu'on y est, essayons tous, tu vois, de faire avancer la machine positivement. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Et puis on dit après, c'est ce qu'on disait, c'est il y a dans chaque situation difficile, avec du recul, c'est se dire ok, qu'est-ce que j'en retire, comment je fais pour le transformer en une chose belle et lumineuse. On dit souvent que la lumière ne passe qu'à travers les brèches. Donc tu vois, c'est pour ça que ma marque s'appelle Luz, donc qui veut dire lumière en espagnol. Et en fait, la marque est née en fait de ce combo, de cette expérience mystique que j'ai eue en Argentine, de mes convictions écologiques. Et en fait, quand j'ai créé cette marque, de manière un peu arrogante, je dois le dire, je voulais faire passer ce message. Et tu vois, ma marque aujourd'hui a 10 ans, quasiment. Et c'est la première fois que je parle de cette expérience. Et donc, ce que je me suis mis comme objectif pour ces prochaines années, c'est comment je vais réussir à apporter dans ma marque ou dans mes projets, parce que je ne sais pas si je garderai cette marque, tu vois, toute ma vie et tout ça, mais dans mes projets professionnels, à apporter ce message que j'ai eu, tu vois, à lier les deux ensemble. Pour pouvoir témoigner de cet ensemble que j'ai expérimenté. Et du coup, le Luz vient, enfin, t'avais eu quand tu as décidé le nom de ta marque, c'était avant ou après cette expérience? C'était après, en fait. D'accord. En fait, j'ai d'abord eu cette expérience. Je voulais monter la marque. Je voulais monter une idée, tu vois. Je crois que quand j'ai fait ce pèlerinage, j'étais dans l'idée. J'étais encore, tu vois, je crois que mes études, je crois que j'avais même pas encore déposé mon mémoire, ou tu vois, j'étais encore dans cette phase où je voyageais un peu, vraiment cette phase où je suis encore étudiante, tu vois, je suis pas du tout, je suis pas pressée, par le travail, je suis pas très stressée. Et puis surtout, il faut dire qu'en Amérique latine à l'époque, on a Buenos Aires, le coût de vie était divisé par 5 par rapport à la France. Donc, si tu veux, je vivais super bien avec pas énormément, donc j'étais pas voilà. Et donc, en fait, c'est quand cette expérience est arrivée. Et alors, pour te dire, au début, je voulais, la marque s'appelait Luz. Et puis, au début, j'étais un peu plus perchée, parce que je voulais vraiment que la marque soit très à connotation très, très mystique. Je voulais mettre des médailles miraculeuses dans tous mes colis, parce que ma grand-mère me distribuait, tu vois. Et mon associé et ma sœur, parce que j'ai eu d'abord une associée, puis Alix, ma sœur, est arrivée 1 an après, me disait Claire, doucement, tu vois, on va pas mélanger la religion et le business et tout. Mais tu vois, comme quoi, regarde, de manière, moi, j'en tiens à ma tête. J'ai complètement mis en pause ce truc-là, mais je trouve qu'aujourd'hui, on doit parler de nos convictions et de nos convictions spirituelles, tu vois. Parce que là, moi, je veux même pas envie de mettre de nom sur. Mais moi, j'ai des convictions spirituelles qui me portent, qui m'ont sauvée 1001 fois. Et c'est comme ce que tu dis. Je me suis rendu compte aussi, en fait, que on n'a pas besoin, alors moi j'ai fait ce pèlerinage et tout, mais on n'a pas besoin de faire un pèlerinage pour être éveillé. Si on pose des questions à l'univers, ça paraît bête, l'univers souvent nous répond, il nous aide. Ouais. La clé c'est d'avoir l'ouverture de l'âme en fait. Exactement, l'ouverture de l'âme. Et moi, tu vois, ce qui m'a ouvert, c'était cette expérience. Mais voilà, et donc en tout cas, j'avais envie d'en témoigner avec toi aujourd'hui. Et je te dis, en lisant ce bouquin de Thibaut de Montaigu, ça m'a fait j'ai rigolé, j'ai souri, tu vois, c'est les mêmes sentiments un peu. Alors, ce qui est très drôle, c'est quand ça m'est arrivé, la première personne que j'ai appelée, bien évidemment, et la seule, c'est ma grand-mère qui existait encore à l'époque. Et donc, je l'appelle et je lui dis Manon, parce qu'elle s'appelait Manon, tu vas pas me croire. Et donc, je lui raconte. Et elle me dit Claire, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et alors là, je me sens encore plus mal parce que je me dis, mais oh là là, elle m'embarque encore plus dans un truc horrible, tu vois. Et elle me dit, Claire, quand tu penses que j'ai passé ma vie à faire des pèlerinages, à prier, à distribuer des médailles miraculeuses pour voir la Vierge ou pour voir quelque chose, avoir une réponse et que je l'ai jamais eu, et que toi, à 23 ans, tu as ça, c'est vraiment, vraiment qu'il y a quelque chose de particulier. Et là, si tu veux, j'en ai pleuré de mal en fait, mais non, je ne veux pas. Non, toi, vas-y, que quelque chose t'apparaisse. Mais moi, qu'est-ce que je fais de ce truc-là, je sais pas. Et en fait, tu vois, je crois que j'ai mis 10 ans de vie
à comprendre et en fait à comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. Voilà. Ouais, il faut vivre le truc et... Il n'y a pas de les gens ne sont pas appelés plus ou moins, on est tous appelés, on a tous quelque chose à faire sur cette terre, on peut tous passer par des phases très difficiles, on aura tous des périodes très sombres. Toi, t'en as eu, moi j'en ai eu, nos auditeurs, c'est sûr. Voilà. Malheureusement, on en aura à nouveau. C'est pas grave. L'important, et c'est ce que j'ai écouté ce matin dans un témoignage, ne laissons pas la peur nous paralyser. Ah, c'est sûr. La peur qui nous paralyse, tu vois. Ouais. Et finalement, il n'y a que la mort qui nous paralysera, enfin qui fera qu'on ne pourra plus avancer, qu'on ne pourra plus dire aux gens qu'on les aime, en tout cas verbalement parlant. Et voilà, en attendant, avançons, serrons-nous les coudes, gardons le moral dans ce moment compliqué, mondial pour tout le monde. Tu vois, c'est vrai que moi en ce moment, je suis un peu, normalement, j'écoute pas trop les infos, et puis là, je suis un peu branchée sur les infos. Et en fait, c'est assez anxiogène. Ouais. On va pas se mentir. Il y a un moment, j'avais pris le pli où j'écoutais plus parce que sinon ça m'affectait trop. Et tu vois, là, je crois que je vais recommencer. Je vais recommencer à télétravailler, à faire ce qu'on nous demande, à être positive. Sachant qu'aujourd'hui, on est le 2 novembre. Sachant qu'on est le premier lundi du deuxième confinement. C'est ça, exactement. Et donc, en fait, tu vois, moi aussi, ce week-end, je me suis posé des questions. Je suis redevenue un peu morose, un peu comme tout le monde, tu vois, en me disant, deuxième confinement, ma boîte, loose. Et puis, tu vois, parfois, je me dis, mais loose. Elle est où la lumière, en fait? Elle est où la lumière? Et en fait, mais elle est là. Elle est dans ce podcast, elle est dans ce que les gens vont j'espère, un peu percevoir de tous les témoignages qu'ils entendent. Elle est dans moi, ce que j'ai entendu ce matin où quelqu'un a dit, ne laissez pas la peur vous paralyser. Moi, ça m'a transpercée, tu vois. Et, en fait, l'émotion, la peur, moi, c'était un truc qui m'a beaucoup, comme beaucoup de personnes, surtout pendant le premier confinement. En fait, pendant le premier confinement, les 3 premiers jours, j'étais dans un état, je dormais toute la journée, j'étais vraiment paralysée par la peur. Et en fait, j'avais écouté je crois que c'était un live qu'avait fait Maud Ankawa que j'ai eu la chance d'interviewer ensuite dans le podcast. Et Maud, elle disait, en fait, il y a 2 choses. Soit, la peur est une émotion, ou c'est un état. À vous de faire en sorte que ça soit une émotion ou que l'émotion passe, plutôt que de rester dans cet état, parce que sinon, si c'est un état, ça paralyse en fait. Exactement. Non, mais tu vois, puis même moi, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai aussi bien connu la peur et la paralysie. Et en fait, tu vois, tu crois toujours que tu crois que tu vas savoir dompter les choses. Et en fait, l'ennemi, tu vois, arrive toujours de manière différente à chaque fois, tu vois. Et ce que je me suis rendu compte dans ma vie, c'est que, tu vois, j'ai eu une discussion avec mon amoureux il n'y a pas longtemps, là, en lui disant, c'est vrai que moi, voilà, il m'arrivait ça. Bon, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins que les autres? Tu vois, au fond, c'est pas vraiment ce que je cherche à savoir, mais il m'arrive pas mal de casseroles, de casseroles graves, de trucs qui te ralentissent vraiment. Ouais. Et en fait, c'est quoi? C'est parce qu'il t'est arrivé des casseroles, il va plus t'en arriver. Parce qu'il t'est arrivé des casseroles, tu vas voir l'autre arriver. Eh bien non. Et en fait, c'est ce que moi, le message que j'ai actuellement du coronavirus, c'est qu'en fait, tu sais jamais quand ça arrive. Sinon, ce serait trop bien. Et est-ce qu'on va se poser les questions de quand est-ce que c'est la prochaine mauvaise nouvelle? Non. Est-ce que parce qu'on en a eu, on va mieux savoir réagir? Non. En fait, chaque mauvaise nouvelle est une mauvaise nouvelle. Alors, qu'est-ce qui nous reste? C'est ça la question. En fait, plutôt que de regarder les mauvaises... Tu vois, tu te fais les plans B catastrophiques. Il faut se faire le plan A. Et le plan A, c'est exactement ce que tu viens de dire. Je laisserai les choses être des émotions et ne pas me paralyser. Je connais la peur. Je la connais trop bien pour savoir qu'elle m'a déjà beaucoup pris. Et donc, je ne veux plus qu'elle prenne. Ouais. Donc, je la laisse prendre ce qu'elle a envie de prendre. Mais elle prendra des bribes et non pas une totalité. Et en fait, je m'en remets à l'univers. Et l'univers, on ne contrôle rien. On ne contrôle rien. Même, pardon, mais quand nos enfants sont à l'école, le moment où nos enfants sont à l'école, tu vois, c'est clair, on ne sait pas ce qu'ils mangent. Non, mais tu vois, c'est ça qui est dingue. On ne contrôle rien. Le jour où on dit au revoir à notre mari ou notre amoureux ou notre meilleur ami, à partir du moment où il nous a tourné le dos, il peut lui arriver plein de choses fabuleuses, hein, mais on n'est plus là. Ouais. Et donc, si tu veux, il faut aussi, je pense, et en fait, je parle de ce que j'ai... Exactement comme toi, tu vois, ce dont j'ai réfléchi sur moi-même ce week-end, en me disant, mais en fait, au fond, Claire, tu fais quoi là? Et j'ai réfléchi à notre podcast en me disant, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir raconter? Parce que moi aussi, tu vois, là, ce week-end, j'étais un peu en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Mais mon Dieu, mais on va pas y arriver, mais quand est-ce qu'on va avoir le bout? Et ben en fait, le bout, il est là où on décide qu'il est.
Ouais, on est responsable de notre bonheur, on est responsable de, même si il y a des galères, il faut, évidemment, hein, il y a des moments où on perd pied, mais finalement, c'est Arnaud Leroux que j'ai interviewé qui a vécu une épreuve très très difficile parce qu'en gros, on lui a annoncé qu'il allait mourir et avant de mourir, il allait devenir aveugle. Et en fait, il a réussi à se soigner lui-même. Enfin, c'est incroyable. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que quand tu touches le fond, bah, finalement, quand tu touches vraiment le fond, tu peux, comme dans une piscine, tu peux t'appuyer sur le fond pour pouvoir rebondir. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est assez hallucinant. C'est dramatiquement fabuleux, en fait. C'est que en fait, dans la douleur et dans la souffrance, il y a comme une renaissance profonde et c'est terrible parce que c'est pas du tout du masochisme, bien au contraire, parce que moi, tu vois, enfin, moi, si je pouvais m'éviter, voilà, et en même temps, dans toutes les expériences que j'ai vécues, c'est les expériences, il faut pas les rejeter, tu vois. Et aujourd'hui, comme tu dis, tu vois, et c'est ce que ton podcast fait et d'autres, dès que tu entends le témoignage de quelqu'un, c'est pour ça que moi, je pousse au témoignage et il faut parler parce que ça aide les autres. Et si ce qui nous est arrivé peut aider quelqu'un, ça sera, tu vois. Si tu peux aider juste une personne, c'est extraordinaire. C'est énorme. Et puis surtout, c'est de ça de moins que l'autre ne t'a pas pris, tu vois. Si c'est quelqu'un qui t'a fait du mal, ou si c'est une maladie qui t'a empêché, ou si, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, c'est là où la vie est forte. Et donc, c'est là où, en fait, vraiment, il faut, voilà, c'est dur de garder l'étincelle. Et puis surtout, ce qui est vrai, c'est que si toi, t'es positive, tu seras toujours la lumière de quelqu'un. Tu vois. Et quand toi, t'es négatif, quand toi, tu baisses un peu les bras, quelqu'un sera ta lumière. Et en fait, il y a cette espèce de conviction que moi j'ai toujours eue sur nous sommes des êtres de lumière. Tu vois, moi j'ai toujours représenté la vie, enfin, comme il y a les êtres du mal qui sont la noirceur, la pénombre, et les êtres de lumière. Et en fait, tu te rends compte qu'il faut qu'on soit plein d'êtres de lumière pour vaincre les pénombres. Alors c'est super dur parce que toi et moi et personne ne peut être toute la journée super content à faire des galipettes, c'est pas possible. Mais en revanche, dès qu'on sent que ça vient nous prendre, tu vois, si tu sais, toi, par exemple, toi, comme tu es passé par le burn-out, tu sais quand ça revient un peu. Tu vois, moi, c'est pareil. Moi, j'ai un peu le goût le goût du malheur, tu le connais un peu. Et t'es là, genre, non. Moi, je sens quand je suis un peu stressée, quand je commence à être malheureuse, quand je commence à mal dormir. Et je me dis, non. Ça va pas recommencer pareil. J'accepte ce qui m'arrive. Mais maintenant, je sais aussi comment le retransformer. Et donc, petit à petit, tu vois, c'est step by step. Il faut pas non plus trop se donner des forces qu'on n'a pas. Hein. Je me dis, allez, aujourd'hui, tu as des pensées positives. Tu vois, tu remontes la pente tout doucement, te presse pas, ça va arriver. Et bah, tu vois, par exemple, je te le dis, moi, tu es une des marches de la pente que je remonte. Mais c'est pas une blague en plus. Que j'en suis ravie. Parce qu'en fait, devoir témoigner de ça, ça me donne, tu vois, du côté positif et tout. Et en fait, je m'auto-perçois de moi-même de ce qu'il faut que je fasse dans ma semaine, tu vois, et ce qu'il va falloir que je fasse auprès de mes proches, auprès de mon équipe, auprès de ma communauté. Et qu'en fait, que moi aussi, je communique des choses positives. Parce que c'est sympa de le dire, tu vois, mais il faut le mettre en place. Carrément. D'ailleurs, on devrait faire des ateliers. Ouais. Qu'est-ce que tu mettrais? Faire des défis. Non, mais tu vois, tu fais un défi chaque jour. Aujourd'hui, tu vois, chacun doit faire une bonne action, quoi. Tu sais, comme quand t'es petit, tu sais, les bons points. Ouais. On devrait tous rentrer chez nous en disant qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui, à qui j'ai donné une énergie positive. C'est marrant que tu dis ça parce que je sais plus ce que j'ai lu la semaine dernière et je me disais, moi, il y a un truc que j'ai adoré dans Amélie Poulain, le film qu'on a tous vu un jour. C'est toutes les bonnes actions qu'elle fait, tu sais, gratuites et qui changent le quotidien des gens. Et en fait, tu te dis, on a tous le pouvoir de faire, d'apporter le sourire à quelqu'un dans la journée, en fait. Et c'est exactement ça. Ouais, et c'est un côté magique, mais en fait, on a tous ce pouvoir. Tu souris à un clochard dans la rue. Exactement. Et c'est vrai qu'on pourrait lancer un challenge en mode et puis du coup, à la fin de la journée, bah, t'es heureux parce qu'en fait, t'as apporté du bonheur à quelqu'un, quoi. Ouais, non, mais tu vois, on devrait changer. Tu vois, ça c'est ma nouvelle lubie. Ma soeur va être ravie quand on va raccrocher, je vais lui expliquer. Alors en fait, si tout le monde fait des bonnes actions, maintenant, au lieu de faire des codes de réduction, tu sais, alors nous, on fait plus de réduction parce qu'on est, comme on est dans l'écologie, on évite le surstock et on évite la surconsommation. Donc nous, on raisonne nos clients à ne pas trop
consommer, mais consommer juste. Mais si tu veux, on pourrait lancer ce défi-là chez Loose, tu vois, genre, alors tu peux pas vérifier, mais on dirait, vous êtes obligé de faire 5 bonnes actions et à ce moment-là, on vous donne un code promo qui s'appelle un code SMILE, tu vois. Alors moi, je serais pas un code promo, mais tu vois, mais voilà, lancer ce défi, il faut que je réfléchisse avec Alix qui va, je te jure, je la connais, me regarder avec des gros yeux en disant, Claire, arrête. Et en même temps, tu vois, elle me dit ça, et en même temps, dès qu'on fait des interviews, dès qu'on doit témoigner différemment que la relation professionnelle et de sœur qu'on a, elle dit, Claire, elle a des convictions, elle a une passion, et souvent les gens avec qui je travaille et de ma famille me disent, mais t'es une entêtée de première, et en même temps, je pense que je suis une bonne entêtée, tu vois, une entêtée de mes convictions qui sont, allez, on se porte, allez, on croit, et puis moi, je suis comme toi, pendant des années, je parlais quand on faisait des dîners avec des copains, moi je parlais beaucoup de foi, tu vois. Et les gens disaient, ah, vas-y, on parle d'autre chose, on parle de ça. Et je disais, mais non, parlons de la foi, il faut que c'est un truc qui nous anime, c'est une question essentielle, tu vois. Et j'ai toujours embêté les gens sur des questions un peu trop profondes. Et en même temps, moi, c'est ce qui m'anime, tu vois. Et donc souvent, ma sœur me dit, heureusement que t'es là, en fait, avec tes idées, avec tes croyances, parce que finalement, tu vois, j'ai l'impression que ça porte beaucoup plus les gens qui nous le disent. Et c'est ça qui est génial. C'est que c'est fou ce que tu dis, parce que là, tu vois, je suis en train de préparer une nouvelle version du programme là pour changer de vie, et donc pour savoir comment trouver ce que te raconte ta petite voix. Et notamment, il y a une question qui est qui es-tu? Et pour savoir qui es-tu, il y a aussi, par exemple, le fait de savoir de quoi tu parles, en fait, de quel sujet tu aimes parler avec tes amis, en fait. Et tu te rends compte que clairement, il y a des sujets qui reviennent, qui t'animent, et qui en disent long, en fait, sur ta personne. Ouais, non, mais complètement. Et tu vois, moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai mis comme tout le monde, j'ai mis trop de temps à me rendre compte que, en fait, et c'est ce que m'a dit ce copain argentin suite à cette expérience mystique, c'est qu'il m'a dit, mais Claire, accepte-toi comme un tout. Parce que tu vois, à un moment, je me suis dit, bonne sœur. Alors, non, mais attends, qu'est-ce que tu veux? Et puis, tu vois, déjà, c'est quelque chose d'être bonne sœur. Et puis, j'ai pas du tout envie. Et je crois que tu n'es pas obligé d'être un homme. Voilà. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, quand je lisais l'histoire des saints, tu n'es pas obligé d'être un homme extraordinaire, comme tu l'as dit. C'est-à-dire absolument avec des trucs surnaturels, nanana, enfin, tu vois, des convictions et tout, pour rendre heureux les gens. Heureusement que tous les autres êtres de lumière que nous sommes, alors peut-être qu'après, on deviendra des saints, et tant mieux, très bien. Tu vois, restons à notre rythme. Mais, et d'ailleurs, ce que je tiens quand même aussi à dire à nos auditeurs, puisqu'il y a aussi ce thème du burn-out qui nous menace tous et qui nous remenacera, il faut savoir que les saints, tous les saints, et notamment moi, je suis une fascinée alors de Sainte Thérèse de Lisieux par ma grand-mère, mais surtout j'ai un trou, tu vois. Alors là, c'est énorme. Qui est morte. Oh là là. Sainte Bernadette Non, pas Sainte Bernadette, qui travaille en... Mère Teresa, Sœur Emmanuelle. Mère Teresa. Voilà, merci. J'étais sur Sainte Thérèse de Lisieux, donc ça va. Bon, elles ont eu, et tous les saints, et d'ailleurs, tous ces gens qui ont des destins, même pas que dans la religion, fabuleux, ont tous eu des dépressions absolument faramineuses. Et donc, Mère Teresa le dit dans ses écrits, qui d'ailleurs est pas trop... L'Église aime pas du tout, parce que l'Église, il y a plein de choses qu'elle aime pas. Et ça, je suis pas... Là, pour le coup, je ne rejoins pas l'Église sur toutes les choses qu'elle aime pas, mais ça, c'est encore un autre débat. Ne parle pas... Elle a fait des écrits où elle explique que pendant des années, elle était désespérée, qu'elle ne voyait plus le bout du malheur qu'elle côtoyait, des enfants qu'elle voyait mourir, que Dieu ou je sais pas quoi, enfin tu vois, plus de lumière, plus d'ange, plus aucune apparition pendant des années, et qu'elle se disait, mais en fait j'ai complètement rêvé, je suis complètement une luberlue, je crois parce que c'est en moi, et là il y a personne qui m'aide, tu vois, et elle était complètement dans la dépression. Et donc ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la dépression fait partie de l'homme. Il faut l'accepter. Donc voilà. Donc et puis il faut l'accepter. Et il faut être la lumière de celui qui est dans la dépression, en disant mais non, t'inquiète pas, tu vas remonter la pente. Et surtout, et ça je crois que tu le sais, mais moi je le vois. Moi, quand on m'a dit sors de ce, tu vois, de cette mauvaise passe, sors de cette mauvaise passe, voilà, je sortais pas. Mais le jour où je suis sortie, c'est parce que tous les gens m'avaient dit sors de cette mauvaise passe que je l'ai fait. Et c'est pour tous les témoignages que j'ai eus. Et c'est tous les gens que j'ai rencontrés un par un qui m'ont donné la force de, comme tu l'as dit, de pousser au fond de la piscine et de sortir la tête de dos. Et je l'ai sortie. Et une fois que je l'ai sortie, je me suis dit, ah. Et en fait, tu vois, ce qui est marrant, c'est que j'aurais pas pu la sortir avant. C'est ça qui est dingue.
Ouais, il faut passer par certaines étapes pour pouvoir, en effet, arriver vraiment au fond de la fitine, quoi. Mm. Ouais. Et dans ton expérience, donc privée, tu me disais également que tu es tombée enceinte, mais par surprise. Ouais, alors par surprise, c'est par surprise, par bonheur. J'arrive jamais à trouver l'expression. C'est toi qui disais un truc sur le cadeau, non? C'est un Ouais, les cadeaux cadeau. mal emballés. Ouais, alors voilà, alors bon, un enfant, c'est jamais mal emballé. Mais en fait, j'ai rencontré quelqu'un, donc il y a 5 ans, enfin il y a 6 ans maintenant, j'ai rencontré quelqu'un et pour des raisons, voilà, gynécologiques, j'étais pas protégée. Depuis des années, je me protégeais pas et ça fonctionnait. Et ben cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Enfin, ça a plutôt fonctionné, plutôt Ouais. c'est plutôt l'inverse. Et je suis tombée enceinte et je connais cette personne au bout d'un mois. Alors heureusement, j'étais bien avec cette personne. Enfin, je croyais que j'étais bien. Mais bon, un mois, c'est quand même assez spécial. Ouais. Hein. Tu le connaissais avant de Non, vous mettre non, ensemble? D'accord. Ouais, non, donc c'est... je connaissais pas. Et puis alors en plus, c'était pas forcément ce qu'on appelle quelqu'un de super recommandé. Mais bon, tu sais, quand moi je suis une grosse tête brûlée, et aussi d'ailleurs, tiens, comme j'ai cette expérience un peu mystique, je crois un peu que tu vois qu'il y a des choses qui vont m'arriver et que la vie me met des choses sur mon chemin et qu'il faut que je les accepte, qu'il faut que j'accepte tout. Et donc je tombe enceinte et je me dis mais c'est bon et confiance, ça va bien se passer. J'ai méga confiance. Mes 9 mois de grossesse se passent plus ou moins bien, mais effectivement on me dit voilà, vous vous connaissez pas, enfin tous les trucs si tu veux. Ouais. Qui sont normales hein, d'ailleurs, que tes proches, tes amis, voilà. Mais c'est assez dur quand t'es maman et que t'accueilles la chose, je pense, la plus fabuleuse qui puisse arriver pour une femme, au lieu d'avoir, tout le monde qui t'acclame, c'est génial et tout. Moi, si tu veux, on m'a parlé d'avortement, ma famille l'a pas très bien accueilli, mais ce que je comprends, hein, tu Ouais. vois. Mais ça n'a pas du tout été, mon fils Roman n'a pas été accueilli comme j'aurais voulu. En même temps, que veux-tu, c'est moi qui, enfin, tu vois, c'est ce qu'on m'a répété pendant des années. Hein. Enfin, quelle idée aussi de lui avoir fait un enfant. T'as envie de dire merci, mais bon, maintenant que je suis dedans, on fait comment? Et puis Roman, c'est si tu veux, c'est la prunelle de mes yeux. Ouais. Et donc voilà, et finalement les choses ne se sont pas du tout passées comme ils devaient se passer. Moi, j'étais persuadée, voilà, j'ai toujours rêvé d'avoir une famille. C'est pour moi la chose la plus importante qui soit. Et en fait, à la naissance de Roman, les choses se sont compliquées et recompliquées au point d'en arriver à des mesures d'éloignement. La justice qui est intervenue à plusieurs reprises. Et là, effectivement, j'étais dans un trou noir, mais noir béant, qui m'a beaucoup freinée dans l'os. Donc, parce que quand tu as des problèmes familiaux, avoir une entreprise, c'est très compliqué. Gérer ta lumière à toi, donc tu vois, gérer l'os alors que ma famille sombrait. Ouais. Et puis ton pareil, associé était ta sœur, donc. Et voilà, exactement. Et donc mon associé était ma sœur et me voyait, voilà, me disait de me débattre de sortir de cette situation, donc de quitter le père de Roman, puis tu vois, de porter plainte, puis, enfin voilà, toutes ces choses-là qui s'apparentent aux complications familiales qui sont terribles, qui sont aussi, tu vois, je pense que dans ma vie, je ferai si je peux aider la moindre personne qui est dans cette situation, je le ferai, tu vois, et je veux aider parce que j'ai vraiment, quand il nous arrive ce genre de trucs, c'est comme un burn-out, hein, on a honte, on n'en parle pas, on croit que ça n'arrive à personne d'autre que nous. Alors moi, en plus, tu veux, comme j'ai été une entêtée en disant mais non, tout se passera très bien, à tous les gens qui m'ont dit fais attention, vous connaissez pas, nanana, et j'ai dit mais pas du tout, je ferai ma famille. Roman sera un enfant super protégé, tout se passera bien. J'avais comme cette espèce de truc de dire je peux pas dire que j'ai échoué. Parce que déjà que tout le monde m'a pointé le doigt tu vois, en me disant ah là là, mais Claire, elle a fait ceci. Tu vois, il y avait une blague où on disait tu as fait une Claire, c'est-à-dire tu as eu un enfant en un mois. Alors ça faisait rire, tu vois, c'était pas méchant. Mais voilà, au en fond même de toi, temps, ça fait pas rire. non, alors, en plus quand ça se passe mal après, mais on est combien de femmes, tu vois, à avoir des enfants, pas forcément. De manière, les enfants n'arrivent jamais comme on le souhaite. Alors moi, j'ai eu cette merveilleuse chance d'en avoir un. Ce qui n'était pas souhaitable, c'est la suite, tu vois. Mais donc finalement, tu te rends compte, tu vois, c'est partie des choses de la vie. On n'a jamais les choses exactement comme on veut. Moi, je suis restée mordicus, accrochée pendant trop longtemps à mais si, on va y arriver. Donc, j'y retournais parce que le papa me promettait que tout allait bien se passer. Et puis en fait, au lieu de mieux se passer, ça se dégradait. Et on s'est retrouvés, enfin, je me suis retrouvée avec mon fils dans quelque chose de très, très pénible, qui notamment a fait l'actualité dernièrement.
et j'en suis pareil, tu vois. Ça fait partie des choses. Je trouve ça fabuleux aujourd'hui qu'on puisse en parler, qu'on puisse mieux en parler, et que les femmes aujourd'hui aient moins peur de dire voilà, on ne peut pas se retrouver dans une relation amoureuse qui ne soit pas respectueuse. On ne peut pas se faire insulter. On ne peut pas être malheureuse. On ne peut pas rester enfermée entre quatre murs, et on ne peut surtout pas se faire taper dessus ou se faire molester, si tu veux. Mm-hmm. C'est totalement. Et si la moindre personne est dans ce genre de relation, c'est déjà trop grave. Et moi, nous, on avait été voir une psychologue au tout début qui nous avait dit, tu vois, qui avait dit, vous êtes beaucoup trop, vous êtes un couple beaucoup trop passionnel, ouais, et toxique. Et moi, pour sauver mon fils, tu vois, pour sauver Roman, j'ai mis trop d'amour là-dedans. Et je pense que mon expérience mystique m'a fait croire que ça allait me sauver. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre que j'allais réussir à puiser la force. Et qu'est-ce que j'ai appris dans cette expérience familiale, qui je pense est la plus dure pour une femme? C'est que je m'étais trompée en fait de chemin. C'est pas ça le chemin. Le chemin, c'est pas parce qu'il nous est arrivé quelque chose, on est une warrior et on arrivera à toujours tout. C'est en fait comprendre que la vie nous offre plein de cadeaux. Roman en est un, l'expérience mystique que j'ai mis en est un. Et il y aura plein d'autres choses qui ne sont pas des cadeaux. Et maintenant, tu vois, c'est parfois ce que je me dis dans la petite voix, je me dis maintenant, Claire, t'es une grande fille, t'as 35 ans, t'as compris, tu vois, t'as compris qu'il faut pas non plus se mettre dans tous les chemins et que tu vas pas évangéliser de ta lumière tout ce que tu crois. Non, il y a des gens qui n'ont pas envie, il y a des gens qui ne partagent pas tes idées, tes convictions, ceux-là, tu les laisses de côté. Occupe-toi aussi de tes proches, de toi, et comme tu le disais, d'abord ancre-toi, et puis ensuite, accepte tes échecs. Parce que tu vois, moi, finalement, j'ai pas accepté mon échec familial et je me suis accrochée à un truc qui m'a traîné encore plus profond. Et tant que j'avais pas touché le fond, j'ai dû toucher le fond de la piscine. Et je me suis vraiment retrouvée dans 2 ans très compliqués. J'ai eu des procédures judiciaires. J'ai dû retirer la garde de mon fils à son papa pendant un temps. Ouais. Alors, heureusement, si tu veux, aujourd'hui, la situation est plus ou moins résolue. Et j'en suis, si tu veux, ça fait partie des choses dont je suis... Je peux pas dire fière parce que c'est pas fière. Si on devait revenir en arrière, je ferais. Enfin voilà, malheureusement, tu peux pas revenir en arrière. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir imposé des règles, des limites, appris à dire non, compris que dans la vie, il faut pas être tout blanc ou tout noir, mais qu'il faut être juste. Et être juste, c'est être aligné. C'est ça qui crée l'équilibre de tout le monde. Carrément. Et en fait, le fait d'avoir dit stop, d'avoir réorganisé. Voilà. Je pense qu'avant, tu vois, j'étais quelqu'un de trop passionné, trop passionnel. Ça se ressentait dans ma vie sentimentale. Et j'ai laissé trop de place. Et d'ailleurs, souvent, toutes les histoires, malheureusement, de relations toxiques, c'est souvent parce que les femmes sont trop passionnées, trop passionnelles et cherchent quelque chose. Ouais. Alors, elles n'ont jamais cherché ça. Tu vois, et en fait, c'est même pas que les femmes. Moi, je crois que dans la vie, quand tu arrives dans des situations graves, c'est parce que tu cherches quelque chose, mais c'est parce que tu es sur le mauvais chemin. Voilà. Ouais, clairement. Après, bon, c'est pas du tout comparable en termes de situation, mais tu vois, moi, de plus en plus, je dis, tu vois, que t'acceptes un job, tu sais, tu vois, moi, quand j'ai accepté le job de VP, le dernier job de VP Market, je savais que ça allait être une boîte avec une pression de fou. J'étais consciente de plein de choses en acceptant le job. Je suis d'accord. Comme moi, j'ai accepté d'avoir cet enfant avec cette personne que je connaissais pas. Mais sauf que ce que tu ne sais pas, accepter ne veut pas dire continue. Enfin, au moment où tu es dans une situation qui ne va pas, il faut savoir s'en sortir. Ouais. C'est ça le truc où l'humain est bizarre. Parce qu'en fait, c'est comme quand une voiture te fonce dessus. Souvent, l'être humain a tendance à rester bloqué. Ouais. Non, mais c'est des analyses qui font ça. Et en fait, quand la vague t'arrive dessus, tu ne bouges pas. Et ça, c'est un truc, si tu veux, que je trouve dramatiquement fascinant, qui nous arrivera à tous. Et qui t'est arrivé à toi, tu sais que t'es dans une boîte horrible. Moi, je sais que je suis dans une relation complètement toxique. Et surtout, moi, je suis comme toi. Alors, c'est différent, mais finalement, c'est le même processus. Le truc s'aggrave et s'aggrave et s'aggrave et s'aggrave et personne n'est heureux. Je ne suis pas. Après, moi, je dirais pas que j'étais dans une boîte horrible. Je dirais plutôt que c'était pas ce qu'il me fallait à moi, tu vois. Oui, puis ton corps a lâché finalement, tu vois. Bien sûr que parce que tu vois, pour le coup, tu vois, en fait, pour moi, c'est important de dire que c'est, l'entreprise, tu vois, moi, si c'était lié à l'entreprise, j'aurais été faire la même chose ailleurs, en fait. Oui. C'est juste que ça ne me convenait plus, en fait. Et
et que tu t'entêtes en disant mais j'ai tellement travaillé pour avoir ce job et puis j'ai ce statut social et puis j'ai ce salaire, enfin tout ça que tu fais moi, en c'était effet. pareil, tu vois. Ouais, tu rentres dans un Moi, c'était exactement pareil. C'était entêté dans ton truc. En fait, t'es pas sur la... Ah oui. Et moi, j'étais entêtée. Et ça va parler à toutes les mamans qui sont séparées. Enfin, j'imagine. J'étais entêtée sur une famille. C'est une famille, c'est uni. Tu vois, on peut pas se séparer alors que mon fils a 6 mois. C'est pas possible. C'est inenvisageable. Ouais. Et souvent, les gens me disaient, mais si tu verras être mère célibataire et tout. Pour moi, c'était hors de question parce que c'est exactement comme toi. C'était mon statut. Ouais, mon statut, c'était pas... un enfant. Et en fait, le modèle. Hein. Voilà. Et en fait, là maintenant, je suis en couple avec quelqu'un de fabuleux que j'aime du plus profond de mon cœur et qui me donne. Et on est une famille, tu vois, ça qui est dingue. On est avec Romane. Ouais. On est une famille. J'ai été 2 ans mère célibataire et j'ai été bien plus heureuse que quand j'étais agrippée à une relation terrible qui m'a emmenée dans des endroits où j'aurais jamais dû être, jamais. Et en fait, j'étais butée. Il fallait juste que je change mon prisme, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, je l'ai, ma famille. J'ai un homme fabuleux. Roman est un enfant hyper épanoui, qui n'a plus peur comme il a pu avoir peur. Ses 2 parents se respectent, tu vois, parce que les cadres ont été mis. On sera jamais une famille normale, ça c'est sûr, parce qu'on a notre passé. Ouais. Mais on est une famille quand même. Et Roman, il sera heureux. Est-ce qu'il, tu vois, alors Roman, il a 5 ans, donc est-ce qu'il saura, il saura pas, est-ce qu'on en parlera, ça c'est des questions, tu veux, on verra plus tard. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que plus tard, c'est dans 10 ans, et dans 10 ans, on sait même pas où on en sera, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai souvent comme envie de pardonner, tu vois. Alors, c'est trop frais encore. C'est même impossible, en fait, parce que pardonner, souvent, on se dit c'est renier, mais tu vois, peut-être que dans 10 ans, encore Roman aura 18 ans, comme machin, j'en sais rien. Enfin, tu vois, tu sais pas, en fait, où tu vas. Et en fait, ce que je me suis juste rendu compte, c'est qu'un peu comme toi, je m'en suis voulu. Je me suis un peu dit, tu vois, quand j'étais pas bien, je me disais, mais c'est toi qui t'es mis tout seul dans cette galère. Et en fait, j'ai compris que non, et qu'en fait, ça sert à rien de se poser des questions sur pourquoi, comment et où on était avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est Roman, il a 5 ans, c'est ma boîte, elle s'appelle Luce, elle a 10 ans. C'est qu'est-ce que je vais faire de mieux demain dans l'écologie, qu'est-ce que je ferai, enfin, tu vois, est-ce que mon message parle à ceux qui nous entendent? Est-ce que mon entreprise, les gens perçoivent les efforts qu'on fait depuis 10 ans pour changer la mode? Enfin, tu vois. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est les critiques pour améliorer. Et sinon, les gens qui me témoignent, comme toi, ce que tu me disais tout à l'heure, pour dire merci. Voilà. Moi, je dis merci à ceux qui m'aident. Et quand moi, on me dit merci, ça me remplit le cœur de bonheur. Voilà. Qu'est-ce que tu penses que la petite Claire de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Oh là là. Elle se dirait, mais tu nous as fait vivre des aventures. Et tu vois, c'est exact. Enfin, elle me dirait, d'un côté, ça m'étonne pas de toi, parce que t'es tellement une passionnée, une tête de mule, et en fait, j'ai toujours été une méga fonceuse. Et en même temps, franchement, elle me dirait, je suis fière de la femme que tu es en train de devenir. Voilà. Et t'étais quoi comme type de petite fille quand t'avais 6 ans? Quand j'avais 6 ans, j'étais une petite fille super épanouie, très sûre de moi, très indépendante, j'étais très dans mon monde. Enfin, en fait, je faisais ce que je voulais, un peu quand je voulais. Mes parents disaient toujours, si tu veux, quand j'avais 3 ans, maman m'emmenait à un cours de ski, tu sais, les 3 ans, je sais pas ce que tu fais, ourson. Et puis, je sais pas, je me suis fâchée et ma mère s'occupait aussi de mon frère et de ma sœur. Et puis, j'ai commencé à pousser sur mes bâtons et puis je suis partie toute seule dans la station, tu vois, à me balader à 3 ans. Quoi. Et maman me dit, mais j'ai 3 heures à te retrouver. Enfin, on t'a cherché partout dans la station. Enfin, qui fait ça à 3 ans? Donc, j'étais un peu révolutionnaire. Et ce qui est bien, tu vois, c'est que la vie m'a tellement donné aussi de coups, à droite, à gauche, devant, derrière, qu'aujourd'hui, je garde cette espèce de flamme, mais je suis plus juste, tu vois. Je suis pas l'enfant de 6 ans qui va foncer dans un tas, tu vois. Ouais. Et à cette époque-là, tu te disais, quand je serai grande, c'était quoi tes rêves? Quand je serai grande, je voulais changer les choses. J'ai jamais rêvé. Alors, ce qui est drôle, tu vois, j'ai jamais rêvé du mariage, la princesse, jamais. Ouais. La famille, ça a toujours été essentiel pour moi. Et objectivement, tu vois, je m'étais juste trompée d'idée de famille parce que je l'aime, ma famille aujourd'hui, au sens noyau dur et au sens large. Mes parents, voilà, et j'ai cette chance effectivement d'avoir mes 2 parents, ma sœur, je travaille avec ma sœur. Et je voulais changer les choses. J'ai toujours eu cette espèce de truc, je veux changer. Et tu vois, aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce que je change vraiment? Donc, je vais être animée, je pense, dans toute ma vie, à changer des petites choses. Et en fait, tu vois, on en parlait.
c'est pas changer, c'est pas que des trucs que les gens doivent voir. Enfin, tu vois, c'est pas faire un post LinkedIn en disant j'ai levé tant d'argent ou j'ai machin. C'est génial, hein, je suis la première à trouver ça dingue et voilà. C'est au fond de soi en fait. Qui j'ai aidé, à qui ça a parlé. C'est ce que toi tu fais avec ton podcast et c'est ça en fait qui va nous rester au finish. Donc quand je dis changer les choses, c'est éduquer mon fils, c'est-à-dire qu'il soit un enfant aligné avec sa génération, écolo. Enfin, tu vois, que ce soit Roman, je l'appelle tisse tous les pouces verts. Je sais pas si c'est de notre ancienne génération. Enfin, ça va, là, pour le coup, j'ai l'impression d'être vieille de dire ça, mais tisse tous les pouces verts, c'est un fabuleux livre qu'on lisait à l'école. Ah, je l'ai pas lu celui-là. Bah, c'est génial, je le recommande. C'est un peu c'est la version écologique du Petit Prince. D'accord, ok. C'est génial, c'est un enfant qui est complètement en communion avec la nature. Enfin, c'est top, je le recommande et je le recommanderais d'ailleurs aussi à ma communauté. Ouais. Et Roman, c'est un petit tous les pouces verts. Si tu veux, il voit un papier par terre, il dit ah non, regarde, il y a un papier par terre. Tu vois là, quand il fait comme tous les enfants, trop couler l'eau, je lui ai expliqué que c'était gâché. Donc bah oui, c'est génial d'être un enfant et de faire mousser le bain et d'en mettre partout. Mais bon, maintenant il a 5 ans, il est grand, il doit comprendre. Enfin, tu vois, plein de petits trucs que je lui mets dans son petit crâne. Et puis je lui parle aussi, tu vois, je lui parle de là-haut, j'essaie de lui donner une espèce de tolérance. Et puis aussi de lui faire comprendre, voilà, il comprend très bien le coronavirus. Tu vois, il dit souvent, maman, j'en ai marre de ce virus. J'aimerais qu'il s'en aille. Et je lui dis, mais tu sais, mon cœur, dans la vie, parfois, tout ne se passe pas comme on veut et tu vas malheureusement l'apprendre. Ouais, ça, c'est sûr. Et tu grandiras comme ça. D'ailleurs, donc, si tu veux sur la communauté, dans le podcast que tu as fait avec Réel, tu disais que suite au podcast, tu t'es dit que tu allais lancer une newsletter. Ouais. Est-ce que tu l'as lancée, cette newsletter? Écoute, oui, tout à fait. Tu vois, ça fait partie de toutes les choses que je vais mettre en place. Je l'ai lancé, j'ai fait 2 newsletters personnalisés, truc que je faisais jamais. Ensuite, Alix, ma sœur, en a fait une. Puis, on a fait un podcast toutes les deux aussi, qu'on a mis, tu vois, dans les newsletters. Et puis, je m'attelle. Donc, tu vois, ça fait depuis là, on est au mois de novembre. Je m'attelle effectivement à être de plus en plus proche de la communauté. On va faire un live. Parce que comme là, les boutiques sont fermées, on est moins en contact, tu vois. Et puis, je pense que tout le monde est un peu renseigné. Donc, on a proposé à faire un live parce que je suis pas sûre que ça intéresse tout le monde, tu vois, qu'on fasse un live. Et puis, ça a été positif. L'accueil a été positif. Donc, on fera un live cette semaine, je crois, avec Alix. Ou pareil, je pense qu'on va appeler ça sans tabou. Vous pouvez nous poser n'importe quelle question, même si ça n'a aucun rapport avec notre marque. Ouais. Et c'est vrai que moi, je fais un peu le désir, du haut de mes 35 ans, à parler aujourd'hui autour de Loose, mais pas que de Loose, tu vois. Ouais, voilà, c'est comme tu l'as dit, c'est notre marque s'appelle Lumière et Lumière, c'est aussi autre chose. On peut parler de tous les sujets féminins, maternels, problématiques et aussi du business. Ouais. Et c'est un peu ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et ça se passe comment, du coup, de travailler avec sa sœur? Écoute, franchement, c'est fabuleux. Enfin, moi, je m'entends avec Alix, on a 5 ans d'écart. On s'entend, on est hyper complémentaires. Là où moi je suis très passionnée, Alix est beaucoup plus réfléchie et beaucoup plus, tu vois, discrète que moi je ne suis, toujours à parler fort avec, tu vois, voilà. Donc on est hyper complémentaires. C'est génial. Bah, moi, si tu veux, c'est travailler en famille, c'est top. Si on s'engueule, ce qui est très rare, on s'engueule 3 minutes. Et notre histoire familiale fait que on sait où est le bonheur et on sait où on va le trouver. Et donc on s'attarde pas trop à se faire de la peine inutilement. Et ça, on a cette espèce d'énorme force aujourd'hui toutes les deux. On a traversé suffisamment d'emmerdes pour on va pas se hurler dessus, tu vois, pour un business plan ou pour un produit ou pour une vente qui n'a pas été faite ou pour machin. On est déçus, tu vois. En fait, on a appris à on mesure aujourd'hui nos choses. Ça veut dire quand on a des problèmes de boîte, ça reste des problèmes de boîte. Ouais. Voilà. Tant que personne n'est à l'hôpital ou que personne n'est menacé, nous on est heureuse. Inch'Allah. Non mais vraiment. Hein. Ouais, bah non, bah c'est chouette. C'est chouette d'avoir appris de tout ça, en fait. Bah, il faut. Ouais. Qui dit choix, dit renoncement. Du coup, c'est quoi tes renoncements à toi? Alors, écoute, là, tu fais honneur à ma grand-mère qui m'a raconté toute sa vie. Choisir, c'est renoncer et que je sors dans toutes mes interviews. Et bah, écoute, renoncer, bah, j'ai renoncé, tu vois, à mon image idyllique familiale. Ouais. Et j'ai renoncé à plein d'ambitions professionnelles que je m'étais fixée en lançant Loose. De quel type? Tous les types. Au bout d'1 an, je fais 1 million de chiffre d'affaires, pas du tout. Au bout de 4 ans, je suis mondialement connue, pas du tout. Au bout de 10 ans,
je suis reconnue dans le milieu de la mode écologique, pas trop. Est-ce que j'allais dire quand même, un petit peu quand même. De plus en plus. Et en fait, tu sais quoi? En fait, c'est pareil. C'est pas l'idée, c'est pas t'as coché une cage. C'est si les gens qui ont acheté des produits Louche sont contents, ça me remplit le cœur. Finalement, je me suis rendu compte que c'est pas tant le chiffre d'affaires qui est intéressant. C'est d'être bien dans ma vie de maman, d'entrepreneuse et d'être à ma juste place. J'ai pas besoin. Nous, à un moment, on a failli lever des fonds. On a été approché par un groupe. Enfin bon, bref. Donc la question s'est posée de l'énorme tremplin. Ouais. Et en fait, tu vois, finalement, ça s'est pas fait. Et en fait, je me suis posé plein de questions. Mais en fait, est-ce que j'ai envie d'être dans cette course dont toi tu parles, tu vois? Est-ce que j'ai envie d'être dans cette pression tout le temps, la marge, les KPI, le machin, le truc et tout? Déjà, je suis déjà dans cette pression. Ouais. Et en fait, la vie fera les choses. Si on doit grandir, on grandira. On grandit justement depuis 10 ans. C'est parfait. Ouais. Nous n'avons jamais levé de fonds. Ça nous a donné des sueurs froides en termes de gestion de trésorerie que tu n'as même pas idée. Ouais. J'imagine bien. Non, mais tu vois, le coronavirus nous donne une certaine... Alors, ça va pour nous, mais c'est une vraie humilité. Tu vois, ce matin, avant d'avoir... la première chose que je fais le lundi, c'est forcément, je regarde les comptes. Ouais. Voilà, c'est pas top, parce que voilà, et on se laisse pas abattre. Il y a plein de choses. Les gens continuent à acheter online. On va faire du click and collect. On verra bien. Et puis, tu sais quoi? Au pire, si ça plante, ça plante. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. On aura mis tout notre amour. C'est une merveilleuse expérience. Lou, c'est une belle marque. On a fait plein de choses. Et donc, en fait, si tu veux, choisir, c'est renoncer. Voilà. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais donc, j'ai choisi ma place et je suis ravie de la place que l'univers me donne actuellement. Voilà. Ouais. C'est quoi pour toi les plus grandes difficultés que tu as eu à traverser au cours de ta vie et comment tu l'as géré? Écoute, vraiment, le plus proche, c'est ma vie familiale, c'est de m'être retrouvée dans des débats judiciaires d'une réalité très triste et très très violente, violente moralement, hein, même au-delà de la violence. La violence, elle peut être physique, mais elle est aussi morale. Et donc, elle est très dure. J'ai beaucoup pensé à toutes ces femmes qui sont moins entourées que moi je l'ai été, parce que moi j'ai été portée par ma famille, portée par ma boîte aussi. Parce qu'en fait, travailler, ça te porte, ça te sort quand t'aimes ton métier, ça te sort de ton malheur. Et puis voilà. Et puis j'ai aussi, Alix a eu un grave traumatisme quand elle était jeune. Donc c'est les deux choses les plus dures que j'ai vécues, ouais. Et qui sont familiales, tu vois, et qui sont les choses sur lesquelles tu ne peux rien faire. Ouais. Je crois que le plus dur, c'est quand tu ne peux pas arrêter, quelque chose, que c'est indépendamment de ta volonté. Voilà. C'est quoi tes plus grandes peurs dans ta vie d'entrepreneuse? Franchement, aujourd'hui de moins en moins. Enfin, en fait, mes plus grands stress, c'est le quotidien. Si, c'est devoir licencier les gens qui travaillent pour nous. Voilà. Et en même temps, quand il faut s'arrêter, il faut s'arrêter, tu vois. Enfin, si tu veux, en même temps, là, quand je m'entends parler, j'ai l'impression d'être sage, alors qu'en fait, si tu veux, je passe mon temps à être méga stressée. Donc, si tu veux, je me fais marrer moi-même de ce que je raconte. mais en fait, ce que je te dis, c'est ce que je dois m'imposer, tu vois, et ce que j'essaye de m'imposer. Non, ma plus grande peur, c'est que nos enfants grandissent pas dans un monde le plus paisible possible. Voilà. Ouais. Bah, c'est sûr, hein, on en parlait récemment, on se disait, tu vois, moi mes enfants, ils ont 6 et 9 ans, tu te dis, en un an, ils ont connu les gilets jaunes avec les tanks boulevard de Courcelles, là où on habite à l'époque, ils ont connu le confinement, ils ont connu des attentats, et tu te dis, bah ouais, c'est quand même costaud quand même, en moins d'un an quand même. Hein. Ouais. Non, mais complètement. Après, tu sais, ils ont cette magie, ils ont cette force. Et puis, l'être humain sait aussi bien faire le mal qu'il sait faire le bien. Donc, c'est pour ça qu'en fait, si tu veux, moi, je dis souvent en interview que c'est nos enfants, en fait, qui sont notre avenir, tu vois. Et donc, c'est à nous de les éduquer parents, c'est à nous de leur donner de l'amour. Et en fait, c'est eux. Moi, mon fils, tu vois, il m'a fait... sur mon Instagram, je mets souvent Roman parce qu'il est marrant. Non pas que j'invite les gens à me suivre sur Instagram, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais il est d'un marrant. Et en fait, les enfants, c'est pas Roman qui est marrant. Les enfants sont d'un marrant. C'est un truc de malade. Et en fait, dès que je suis un peu stressée, même parfois je dis arrête Roman, je suis en train de travailler, je suis sur un truc, c'est hyper important et tout.
Et lui, il arrive et il dit un truc et il est trop mignon. Bon, alors parfois, il nous agace. Hein. Mais c'est magique, si tu veux, d'avoir des espèces de petits gremlins là qui courent partout et qui nous font rigoler et qui nous posent des justes questions et tout. Et souvent, je mets mon fils et c'est vrai que, si tu veux, moi, mes copains se marrent. Et en fait, je suis trop contente de faire marrer mes copains parce que Roman, je sais pas, est en train de faire je ne sais pas quoi, je ne sais pas où et tout. Tant mieux, tu vois. Ouais, c'est simple, mais ça provoque du bonheur. Bah ouais, ça les fait marrer et tout. C'est comme si quand nous on regarde un truc où on se marre, un gif ou je sais pas quoi, c'est à ça que ça sert les réseaux, à nous faire marrer, à nous cheer up. Si ça sert pas à... C'est vrai qu'à force de voir toutes les news toute la journée, là, c'est déprimant. Ah bah c'est sûr. De quoi t'es la plus fière aujourd'hui ? C'est compliqué parce que pas mal de trucs, mais mon fils, vraiment. Non, mais c'est un petit bout plein de vie. Il a vécu des choses pas marrantes lui aussi, en plus de ce que tu as dit. Et lui aussi, il s'est pris des gaz par les gilets jaunes. Enfin, je rigole, c'est pas du tout drôle. Hein. Non, mais avenue, je sais plus où il était avec son papa. Et il est complètement traumatisé. C'est-à-dire que dès qu'il voit un gilet jaune, donc quand je dis gilet jaune, j'entends celui qui est à vélo avec un gilet jaune. Il me dit, maman, c'est les gilets jaunes et tout. Donc j'ai vachement de mal à lui expliquer la différence entre... les gens qui sont à vélo en gilet jaune tu vois, et en plus c'est tristement drôle parce que c'est hyper compliqué de l'expliquer. Dès qu'ils voient tu vois une vitre cassée, c'est les gilets jaunes. Et donc voilà, mais j'en suis super fière parce que c'est un enfant qui a vécu des trucs pas marrants pour un petit bout familialement, qu'il aurait jamais dû voir et ressentir. Il a ressenti la souffrance de ses deux parents. Et il sait, et on a eu beaucoup de complications avec lui quand il était en première maternelle et en deuxième maternelle. Et voilà, c'était un enfant qui s'exprimait, donc qui était assez violent. Et aujourd'hui, c'est un enfant qui est calme, c'est un enfant qui est transformé. Et donc, tu vois, il est la preuve de que tout est possible. Alors qu'on le condamnait un peu déjà, tu vois, genre il avait un tempérament et il avait un peu l'histoire, tu sais, on aurait pu lui tracer son truc, genre ça va devenir un voyou parce que machin, parce que ceci, truc. Mais non, en fait, tu te rends compte que l'amour nous sauve de tout. Et donc, je suis trop fière de lui. Et en fait, objectivement, je suis fière de tous les gens qui ont vécu un paquet d'emmerdes et qui aujourd'hui sont heureux. Voilà. C'est très chouette. Et si une personne t'écoute, là juste maintenant, qui connaît rien à ton histoire et te dit, mais en fait, aujourd'hui, tu en es là exclusivement grâce à de la chance, qu'est-ce que tu as envie de lui répondre ? Probablement. Enfin, là, j'y crois. Je sais pas si je crois à la chance, mais je crois que la chance s'est trouvée sur pas mal de mes carrefours, quoi. Je veux dire, la chance d'être aimée, en fait. La chance d'avoir des parents qui m'ont bien éduquée, la chance d'avoir une grand-mère qui m'a donné cette foi qui est pour moi ce côté mystique, mais qui en fait me permet, voilà. La chance de m'être mis au kite. Qui est un sport qui me libère de toutes mes peurs, de toutes mes peines que je partage avec mon amoureux. Et donc, on kite ensemble, on kite en couple, on apprend à Romain à kiter. La chance de te parler aujourd'hui, voilà, la vie est une chance. Donc oui, bien sûr que j'ai eu de la chance, bien sûr. J'ai eu de la chance de m'appeler Claire, d'être née le jour où je suis née, et d'être là en train de te parler et de pas être en train d'être sous les bombes ou tu vois, sous plein d'autres choses. Après, moi, je suis plutôt de tendance optimiste, donc tu vois, je vais pas faire la liste de toutes les choses pour lesquelles j'ai eu de la chance, de la manière que je ferai pas la liste de toutes les choses pour lesquelles j'ai eu beaucoup de malchance. Je vais juste me dire, c'est très bien et on avance comme ça. Et celui qui me pose la question a de la chance également. Et ce qui est très important, c'est qu'il s'en rende compte. D'ailleurs, c'est drôle quand même de s'appeler Claire vu toute ton histoire. Écoute, franchement, je sais pas si... C'est vrai, mais tu sais, j'ai pas toujours été claire avec moi-même et on donne toujours des belles leçons quand on parle et tout machin, mais voilà, il faut qu'on s'applique à tous, tu vois, les préceptes qu'on dit à voix haute. C'est marrant parce que j'ai interviewé, en fait, dans le podcast, j'ai deux formats. J'ai pourquoi pas moi les succès, donc qu'on est en train d'enregistrer ensemble. Et puis j'ai également En chemin, où j'interviewe des personnes qui sont en train de changer de vie. Ah oui. Et j'interviewe, donc c'est des personnes que je retrouve tous les 3 mois pour un rendez-vous. Ouais, c'est hyper chouette de les voir grandir, évoluer. C'est vraiment un super moment. Et notamment dans le chemin, j'interviewe Camille qui a gagné le meilleur pâtissier l'année dernière. Ah oui. Et en fait, Camille, dans le premier interview, elle était encore au 3/5e chez Accenture. Et elle disait voilà, il y a un moment il faut y aller. Enfin voilà et tout. Et puis l'interview donc en septembre suite aux 3 mois passés, entre-temps elle avait quitté son job et elle disait mais en fait je me suis rendu compte que tout ce que je disais dans le podcast, qu'il faut pas avoir peur et compagnie, je le faisais pas moi-même en fait.
Bah, bien sûr. Tu sais, alors là, ça deviendrait complètement mégalo, mais en fait, est-ce qu'il faudrait pas écouter ses propres podcasts, tu vois, pour se dire, non, mais tu vois, pour se dire, mais attends, j'ai dit ça, mais je suis plus cette personne. Tu sais, c'est comme quand tu regardes une photo et que tu te vois, allez, plus jeune, hyper heureuse. Et tu te dis, mais elle est où cette personne? Mm. Mais elle est juste là, elle n'a pas bougé. C'est ça. On est la même personne qui a un enfant qui a grandi. Ouais. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est pour ça que c'est important de témoigner. C'est que si tu témoignes, et ben l'autre personne pourra dire, oh, tu te souviens pas, t'avais dit ça. Tu vois, c'est comme là, le podcast, t'as raison. Moi, si je le réécoute dans 2 ans et que je me rends compte que je suis devenue complètement noire, aigrie, et que, tu vois, et ben je me dirais, bah dis donc, franchement, bravo, le chapeau, Claire. Hein, franchement. Non, mais tu vois, et que les gens pourraient dire, écoute, Claire, on a cru entendre ce podcast, mais tu as bien changé, et ils auraient bien raison. Voilà, de manière, l'univers est en éternelle évolution. La chance, tu la provoques aussi et tu la saisis, parce qu'il y a plein de bonheur qu'on a devant nous et dont on ne se rend même pas compte. Et ensuite, les obstacles, tu les contournes pas, tu les acceptes et tu les transformes en chance. Voilà. C'est quoi la réussite pour toi? La réussite, c'est être au bon, enfin, c'est se sentir au bon moment. C'est se sentir aligné, quoi. C'est ça la réussite. C'est la seule et unique, et c'est celle où, je te jure, je me suis défait de tous les autres bagages. C'est de me dire que j'ai tout fait comme je pouvais. Voilà. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui? On m'a donné beaucoup de conseils, notamment d'être moins passionné. Enfin, tu vois, d'être plus tempéré. On me disait doucement, doucement. Je sais pas si j'ai pas réussi encore à faire la balance. J'aurais aimé qu'on me dise, tu trouveras toujours en toi la réponse. Ouais. Juste, et qu'on me dise, oui, tu vas vraiment chier, mais vraiment, tu vas pleurer, ça va être tout noir, tu vas vraiment être complètement déboussolé. Et à ce moment-là, dis-toi que c'est le meilleur moment, parce que c'est juste après que la lumière arrive. Et c'est ça qu'en fait que j'aurais aimé qu'on me dise. Et en fait, dès que j'ai des copains aujourd'hui ou la famille, ça va pas, et quand ils me disent j'en peux plus, je suis à bout, tu sais, quand vraiment c'est le bout du bout, je leur dis un peu en me marrant, je leur dis, mais tiens bon, c'est la fin. Le pire, c'est la fin. Quand t'es au bout du tunnel. Et ils rigolent en me disant, ah bah super sympa, merci, machin. Je leur dis, mais tu vas voir. Et après, ils me rappellent en me disant, c'est dingue, c'est vrai, t'avais raison. C'est comme l'accouchement. Hein. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. C'était exactement à ce que je suis en train de penser. Mais attends, Charlotte, je te dis ça, j'ai quand même une césarienne. Hein, donc, j'ai même pas, tu vois. Mais c'est cette image, en fait, c'est le dernier moment. Ah bah, je peux te dire, moi ma fille, je l'ai eu sans péridurale. Donc, c'était à la fin où en mode, je n'en pouvais plus. Et j'ai dit à la sage-femme, je n'en peux plus. Elle m'a dit, bah, arrêtez, je ne peux plus, enfin, je ne peux pas arrêter, en fait. Ouais, je vais mourir, quoi. Et en effet, t'as vraiment la sensation de te dire que tu vas mourir. Et au final, bon, t'arrives toujours à retrouver des forces. Ça. Et puis, donc, forcément, bah, voilà, le dernier moment, c'est là où tu souffres le plus. Mais bon, bah, derrière, t'as la plus belle chose au monde qui arrive, à savoir ton bébé, quoi. C'est ça. Ouais. Tu vois, alors, donc, moi, non, mais moi, je te parlais des 9 mois, tu vois, genre parce que j'ai eu une césarienne, mais pas du tout provoquée en urgence et tout. Donc, mais après, ça s'est plutôt très bien passé. Donc là-dessus, pour le coup, tu vois, voilà. Mais voilà, donc non, c'est en fait, il faut se dire à tous les auditeurs, c'est aussi compliqué ce soit de l'entendre. C'est le moment où c'est le plus dur, ou après, une fois que c'est passé, après, ça va mieux, quoi. C'est clair. C'est quoi tes prochains défis? Écoute, on lance une collection grande taille. Alors, quand je dis grande taille, c'est jusqu'au 54. Ok. Donc c'est vraiment un vrai tournant qu'on fait. Ça devait sortir là avec un leader de la grande taille. C'est un truc qui me fascine, parce qu'en fait je me suis rendu compte que dans la mode, il y avait pas de place aux rondes. Ouais. En tout cas, il y avait pas de jolies. Enfin, tu vois, il y avait pas de marque aussi sympa pour les rondes que voilà. Et donc je vois pas pourquoi. Ouais. Et puis c'est un sujet aussi assez, tu vois, politique. Enfin, pourquoi est-ce que c'est vrai? Pourquoi est-ce qu'on met pas plus en place la ronde? Moi-même, j'ai commencé à faire des maillots de bain quand j'ai lancé Loose en 2011. C'était que pour des minettes, c'était des trucs hyper échancrés, fesses à l'air. Donc, comme moi, j'ai vécu 6 ans en Amérique latine, c'était méga olé olé. C'est aussi ça qui nous a fait connaître. Mais c'était immétable parce qu'il n'y avait pas de maintien. Donc, je suis moi-même, si tu veux, je me suis confrontée à la vraie problématique du corps qui change. Donc, en étant maman, mon corps a évolué. Autour de moi, j'ai des personnes qui ont grossi, minci.
dans les deux sens, hein, parce qu'on parle souvent des rondes, mais on parle pas de celles qui sont très très minces parce qu'elles ont des problèmes dont j'ai fait partie, où j'étais quasiment comme anorexique, si tu veux, tellement j'étais mince. Et donc, c'est vrai que, si tu veux, en fait, moi, dans ma marque, ce que je veux, c'est apporter de la lumière et que les gens se sentent bien habillés en loose, dans une mode durable. Alors là, nous, on fait énormément de sport depuis 2 ans. Et donc, c'est ça ce que j'ai envie de véhiculer. Donc, je suis super heureuse de ce nouveau challenge, qui est un vrai challenge parce que ma marque n'est pas du tout axée là-dessus. Tu vois ? Donc, il faut voir comment ça va être accueilli par ma communauté. Est-ce que, il faut pas que la taille 34 se sente dénigrée. Tu vois, c'est hyper compliqué d'accueillir le 54 comme le 34, en que ce soit juste et pas qu'on se fasse tacler, tu vois. Et donc, c'est mon plus gros challenge. Enfin, et donc, ça découle du plus gros challenge qui est réussir aujourd'hui à se faire accepter en tant que marque en ayant un vrai message convaincu, tu vois. Ouais, c'est savoir, c'est ce dont on parle en ce moment, les entreprises à mission. Ouais. Mais tu vois, c'est pour ça que moi, j'ai envie maintenant d'être un peu à cœur ouvert avec les gens qui ont envie de nous écouter. Parce que moi, j'ai pas trop, tu vois, ma marque, il y a ma marque, mais il y a surtout mon histoire, ma sœur et moi, ma vie de famille. Tu vois, c'est surtout ça, en fait, qui nous porte. Et c'est ça, les valeurs. Ouais, c'est pas juste nos points de vente, tu vois. D'ailleurs, tu vois, j'en parlais hier avec un copain parce que j'ai interviewé Augustin de Michel et Augustin. Et en fait, Augustin, clairement, il racontait que au début, ils n'ont pas voulu créer une marque, ils ont juste voulu raconter leur histoire entrepreneuriale. Et mon pote hier me disait, mais en fait, oui, mais en fait, aujourd'hui, depuis que c'est 100% Danone, on n'entend plus trop parler. Et c'est vrai que les plus belles histoires de marque, c'est souvent vraiment parce qu'il y a l'incarnation derrière, quoi. Non, mais je suis d'accord, tu vois, c'est pour ça que nous, c'est pour ça que là, tu vois, on a comme challenge dans les 5 prochaines années, alors je sais pas combien de temps ça durera, tu vois, mais de créer, de faire ce qu'on a ce qu'on a toujours voulu faire, mais de le mettre vraiment, ça y est, tu vois, genre, moi, j'ai plus peur, on a une belle communauté, à chaque fois qu'on fait un pas en avant sincère, on est hyper bien accueillis. Ouais, parce que quand on fait les choses pour des bonnes raisons, en général, ça se passe souvent bien. Si ce n'est toujours. Donc, on a plein de projets. On a des projets, on lance la famille. Tout était un peu postponé avec le coronavirus, mais on a la famille. Je lance tout un truc autour du kite. J'avais déjà fait des combinaisons en lycra qui ont énormément de succès. Et là, je lance lycra pour hommes, lycra pour enfants, des ponchos, tout ça en coton bio ou en matière recyclée. J'ai fait un film cet été avec mon amoureux où on kite parce que j'ai très envie en fait d'aller dans le domaine des sports nautiques qui, moi, en fait, me portent, qui sont de plus en plus plébiscités. On l'a vu avec le surf. J'ai envie de communiquer sur le kite parce que j'aime faire du kite, que plein de gens aiment faire du kite, plein d'entrepreneurs, pas tout le monde, que je pousse les gens à découvrir ce merveilleux sport quand les plages seront accessibles. En fait, les plages sont accessibles. Parce que moi, j'habite à côté de la plage maintenant. Oui. La plage est accessible, mais nous n'avons pas le droit au sport nautique. Et moi, je me suis mis à la natation dans la mer. Je suis très, très frustrée parce que je vois la mer, mais je n'ai pas le droit d'aller dedans. Voilà. Et écoute, c'est comme nous ce week-end. On était à la mer, là, on est rentré à Paris puisque les écoles ont réouvert. On était en Bretagne et bien évidemment, la question s'est posée 20 fois, on y va pas. Et moi, j'ai dit à mon amoureux, si tu as envie de faire la une de Ouest France, la seule personne en plein, un kite, tu sais, au milieu de l'eau, genre, c'est Français qui ne comprennent rien à rien. Je dis, voilà. voilà. Mais je dis, mais on a quand même vu des surfeurs dans l'eau, tu vois. Mais les surfeurs, c'est plus discret, tu vois un petit point noir. Le kite, tu veux, en plus, la voile, elle est jaune fluo. Enfin, bref. Non, donc, non, il faut respecter, malheureusement, tout ça est très compliqué, mais il faut respecter. Et puis, on va pas mourir si on kite pas pendant 2-3 mois. C'est ça. On fera d'autres choses. Mais donc, voilà tous mes challenges. Et puis, surtout, en fait, maintenant, je m'éclate dans ma marque. J'espère que ça se ressent, que ça va se ressentir. Et c'est tout ce qui compte. Ouais. Voilà. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte ? J'ai envie de dire merci à ma sœur, puisque c'est quand même dans le contexte de nous porter et de porter la marque et d'être une si merveilleuse sœur. Et de tous les jours quand je viens au bureau, c'est un bonheur. Je laisse mon fils à l'école et j'arrive, viens voir ma sœur et je sais pas, je me sens tellement alignée et tellement privilégiée. Tu vois, tout à l'heure, tu as dit chance. Je sais pas si c'est la chance, mais c'est un peu le privilège. C'est le privilège d'être avec des gens. C'est comme quand on rentre le soir, tu vois, et que j'embrasse mon tendre et que j'embrasse mon fils. Je me sens super chanceuse. Voilà. Ouais. Génial. Un immense merci pour ce magnifique témoignage. Et je te remercie aussi, Charlotte, parce que j'étais ravie que tu m'accueilles.
Avec grand plaisir. Et puis j'espère à très vite en vrai. J'espère que ce nouvel épisode un peu particulier vous aura plu. Vous l'aurez deviné, interviewer Claire a été un vrai moment de plaisir. Je vous invite évidemment à découvrir sa marque. Je vous ai mis tous les liens sur le blog pourquoipasmoi.co. Comme Loose Collection, Pourquoi pas moi a aussi sa newsletter. Retrouvez tous les vendredis des contenus inspirants pour vous permettre d'écouter votre petite voix. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le blog ou en m'envoyant un message sur LinkedIn ou Instagram. Jeudi prochain, je vous présenterai une autre femme incroyable. Elle fait partie de celles que j'ai contactées depuis janvier, mais qui avait un emploi du temps tel que nous avons dû décaler à maintes reprises ce rendez-vous. Elle a été journaliste, puis sur scène avec son One Woman Show, et elle est désormais une entrepreneuse très en vogue. Je vous laisse deviner qui elle est. En attendant, je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi.